Bien, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons commencer sans plus tarder. Merci à vous d'être venus assister à cette nouvelle séance de questions publiques, un cycle de conversations publiques dont vous savez qu'elles sont co-organisées par le Conseil de développement de Nantes Métropole, dont le président Philippe Audic est ici, par le CCO, la maison qui nous accueille, et par la revue Place Publique que j'anime. Notre invité de ce soir, Jean-Didier Urbain, est anthropologue. Il est professeur à Paris Descartes. Il est l'auteur d'une abondante production, dont vous trouverez d'ailleurs un certain nombre d'exemplaires à la sortie, des livres qui, pour l'essentiel, mais pas tous, on en dira deux mots, portent sur les questions du voyage et du tourisme. Si nous avons invité Jean-Didier Urbain ici et maintenant, cela ne doit évidemment rien au hasard. Vous savez qu'à la mi-juin va débuter la première édition du Voyage à Nantes, qui est un exemple de mise en tourisme de la ville, dont le directeur du Voyage à Nantes, qui en plus d'être un événement est aussi une structure touristico-culturelle, Jean Blaise. Donc de cette mise en tourisme de la ville, Jean Blaise est un familier, puisqu'en fait les allumés au début des années 90, Estuaire plus récemment, sont des exemples à dimension variable de cette mise en tourisme de la ville, qui suscite évidemment un certain nombre de questions. C'est d'ailleurs ce qui nous avait conduit en janvier, au tout début de l'année, à consacrer un dossier de Place Publique qu'on avait baptisé de Flaubert à Spiderman, si vous voulez que je dise à l'anglaise, le voyage à Nantes. Pourquoi l'homme araignée? Parce que l'homme araignée a été recruté, je dirais, réquisitionné dans la troupe de Jean Blaise pour gravir la Tour Bretagne, au sommet de laquelle un point d'accueil touristique va être aménagé très, très rapidement, un nid au héron. Et dans le cadre de ce dossier, nous avions évidemment à l'époque fait appel à Jean-Didier Urbain, qui est vraiment l'un des tout meilleurs spécialistes de la question, et qui avait répondu donc à un entretien. Et ce que j'avais trouvé intéressant à l'époque, c'est que Jean-Didier Urbain n'était pas au courant du voyage à Nantes. Il ne savait pas ce que c'était, il n'en avait pas entendu parler, ce qui au passage doit nous amener à relativiser peut-être quand même l'ampleur de la manifestation. Et en même temps, les analyses qui étaient les siennes collaient merveilleusement, si vous voulez, à ce qui est en train de se mettre ou d'essayer de se mettre en œuvre. Cet entretien avec Jean-Didier Urbain avait été titré « Inventer des patrimoines alternatifs ». C'est pour vous cette idée qu'aujourd'hui, une ville qui essaye de développer chez elle du tourisme ne peut pas se contenter de mettre à disposition des visiteurs le patrimoine dont elle dispose naturellement évidemment entre guillemets, mais doit inventer une espèce d'histoire à raconter aux touristes, aux passants, et ce serait cela, la mise en tourisme. Mais on va en discuter évidemment de manière plus détaillée. Philippe, tu souhaites dire un mot d'emblée ou... On y va tout de suite. Alors, j'attire votre attention sur la dernière publication de Jean-Didier Urbain, un livre qui traite pas exclusivement, mais quand même particulièrement du tourisme urbain, du tourisme en ville, et qui est très joliment titré « L'envie du monde ». Un livre que vous trouverez évidemment à la sortie. Alors, première question, qui est une curiosité personnelle. Vos deux premiers livres traitent des cimetières. Comment on passe de l'anthropologie de la mort à l'anthropologie du voyage? Est-ce que c'est parce que la mort est un grand voyage?
Oui, oui, absolument. C'est vrai que ça peut paraître curieux de s'être spécialisé dans l'imaginaire du voyage en commençant par un terrain qui est finalement un haut lieu d'immobilité pour réfléchir sur la mobilité. Mais il faut savoir que les morts voyagent beaucoup, au fond, ne serait-ce qu'en imagination. Et que c'est vraiment le point de départ, effectivement, de ma réflexion sur le voyage, dans la mesure où les deux grands scénarios, ou scénarii, comme vous voulez, qui structurent l'imaginaire de la mort, sont les scénarios, d'une part, de la migration et de l'installation, et d'autre part, le scénario du vagabondage et du voyage. Autrement dit, il y a des morts qui font du tourisme, et il y en a d'autres qui font de la villégiature. Tous les deux prennent des vacances à leur façon. Mais c'est un anthropologue, Roger Bastide, qui disait qu'au fond, les vivants se servent des morts comme d'un langage. Ils leur font dire, au fond, leurs désirs profonds. Et les morts nous parlent des vivants, parce qu'ils sont là pour exprimer à travers les monuments qui leur sont dédiés, finalement, nos rêves les plus profonds. Et avec cette idée qu'aussi le voyage, quelque part, et c'est pour ça que c'est intéressant, pourquoi voyage-t-on? Parce que c'est ça aussi. C'est que ce scénario du voyage appliqué à la mort, ça donne du sens à la mort. Et on donne du sens à quoi en donnant du sens à la mort? On donne du sens à la disparition. Voyager, c'est disparaître. Donc effectivement, partir, c'est mourir un peu. Mourir, c'est partir beaucoup. Il y a quand même un dénominateur commun entre la mort et le voyage, c'est la disparition. C'est le fait que décider de partir en voyage, c'est décider de disparaître aux yeux de quelques-uns, quitte à réapparaître aux yeux de quelques autres, mais que c'est toujours ça qui est en jeu. Donc si vous voulez, moi, quand le touriste m'a intéressé, c'est parce que je trouvais que c'était le voyageur sans alibi, qui ne pouvait pas se cacher derrière des mobiles professionnels ou autres. Et que c'était donc, au fond, le voyageur dont l'imaginaire était sans doute le plus aisément accessible. Oui, vous avez une belle formule, vous dites que le tourisme, c'est le voyage sans nécessité. Exactement. Voilà. Au fond, on en revient toujours à cette question, c'est la question aussi que posait Pascal, hein, tout le problème des hommes vient du fait qu'ils ne savent pas demeurer tranquillement dans une chambre. Bon. Pourquoi, effectivement, quand nous n'avons plus aucune raison de voyager pour nous protéger, pour nous nourrir, pour conquérir, etc. Pourquoi est-ce que nous continuons? Pourquoi est-ce que nous récidivons? Bon. C'est cette récidive, moi, personnellement, qui m'a intéressé. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà de la nécessité ou de l'ambition, nous continuons à voyager? Qu'est-ce qui nous pousse à le faire? Voilà. Quelle est c'est Edgar Morin qui disait, mais quelle est cette folie qui nous emporte tous? Hein, évoquant, lui, ses périples en 4 chevaux avec sa famille dans les années 50, où il sillonnait l'Italie, tous agglutinés dans cette petite voiture, si vous vous souvenez de la 4 chevaux, et descendant comme ça jusque dans le sud de l'Italie, ce qui était à l'époque une véritable odyssée quand même. Hein. Bon, c'est vrai, au fond, on ne se pose pas... Moi, c'est ça qui m'intéresse, au fond, c'est parce que même pour les professionnels du tourisme, ils doivent se poser à un moment ou à un autre cette question. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent et qu'est-ce qui fait que les gens ne viennent pas? Oui, alors il y a une signification en quelque sorte métaphysique du tourisme que vous êtes en train d'énoncer. N'empêche que c'est pas seulement ça. Il y a le tourisme comme fait social. C'est quelque chose d'assez récent qu'on peut dater peut-être. Alors je sais pas. Peut-être les congés payés, peut-être les années 60. Enfin, il y a un moment où ça devient un phénomène social très, très important. Si bien que, par exemple, on le voit dans le débat qui ressurgit sur le temps scolaire, on s'aperçoit qu'on ne peut pas parler de temps scolaire sans parler de tourisme. Absolument. Oui, non, effectivement, le tourisme se massifie, même si le mot est horrible, je dirais, à partir des années 50, en tout cas en France. Hein, les premiers trains supplémentaires à la SNCF, c'est 1949, 1950, 1951. Pour la première fois, la SNCF met à disposition des vacanciers des trains pour partir en vacances, bien qu'à l'époque, il faut quand même un peu recadrer les choses, dans les années 50, il n'y a que 15% des Français qui partent en vacances. Il faut bien voir ça quand même. Hein. Et aujourd'hui, c'est 50%. Ça a dégringolé considérablement. Nous sommes redescendus à des chiffres qui sont de l'ordre des années 80. Nous sommes aux alentours de 53-54%, après être monté jusqu'à des taux de 66-67%. Hein, c'était encore 65% en 2004. Et il y a eu une érosion extrêmement rapide à partir de 2004. Hein, donc, effectivement, il y a une chute. Bon, c'est pas seulement lié à la crise. Je veux dire que la crise, c'est un petit peu ce qui est censé tout expliquer. Je pense qu'il y a aussi des modifications de pratiques. On ne voyage plus de la même façon non plus. Hein. Mais ça, on pourra y revenir. Je pense que
tout ne s'explique pas par l'économique en la matière. Voyager, c'est toujours un projet de vie. Et ces projets de vie ont changé. Les touristes ont changé. Le touriste d'aujourd'hui n'est pas le touriste des années 80 et le touriste des années 80 n'était pas celui des années 50 ou 60. Il y a une évolution, il y a une psychologie qui s'est modifiée, il y a une complexité du touriste et d'ailleurs même une culture touristique qui s'est développée, qui fait que l'interlocuteur touriste aujourd'hui n'est pas le même. Hein. Il est plus exigeant, il est plus sophistiqué, il est plus précis dans ses attentes. Et puis il y a aussi des attentes qui prennent le pas sur d'autres et avec lesquelles il ne faut pas badiner. Je veux dire que je crois qu'il faut bien comprendre aussi que les vacances, ça sert aussi à retisser des liens affectifs, familiaux, sociaux, parentaux, amicaux, que le reste du temps, on n'a pas le temps de tisser, voire qui le reste du temps sont défaits, fragilisés, voire rompus. Non. Donc bien voir que quand même, on a même parlé de tourisme-thérapie à cet égard, c'est-à-dire que les vacances, ça soigne d'un mal-être social. Et qu'avant de finalement se dévouer corps et âme à de la curiosité culturelle et à de l'objet culturel, on a peut-être d'abord quelques problèmes à régler par-devers soi, entre soi, par rapport aux siens, etc. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Je veux dire que quelqu'un qui est hyperactif professionnellement toute l'année, quand il est en vacances, il est encore hyperactif. Mais il est d'abord hyperactif sentimentalement, socialement, familialement. Il est là pour retisser des liens. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue cette dimension. Un touriste n'est pas un missionnaire et un consommateur perpétuel fait pour simplement consommer de la curiosité et consommer de l'offre qu'on lui propose comme cela. Il est quelqu'un de beaucoup plus compliqué qui attend des vacances, parfois des choses beaucoup plus bouleversantes qu'on l'imagine. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs travaillé sur la plage spécifiquement. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on me disait, mais il n'y a rien à la plage. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ah pardon, il n'y a rien à la plage, ils font rien à la plage. Qu'est-ce qui se passe à la plage? Rien. Mais c'est faux. C'est faux. Vous savez, c'est un petit peu comme une moquette quand vous la voyez de loin. Vous ne voyez rien quand vous la regardez de près. C'est truffé de petites bêtes, etc. Et ça bouge là-dedans. Et ben, la plage, c'est un peu pareil. Quand on regarde de près, on voit qu'il se passe plein de choses. L'art de vivre ensemble, l'art de partager le territoire, l'art d'entrer en contact avec des inconnus, l'art de délimiter son territoire, l'art de le reconstruire tous les jours, l'art de lier des relations de bon voisinage, l'art d'éviter les incidents de frontières, l'art de se mettre en scène en tant qu'individu heureux. C'est la comédie du bonheur, la plage. C'est extraordinaire, cette densité qu'est la plage, et il y a si peu de conflits. Un chiffre, je trouve c'est très parlant, la plage, qu'est-ce que c'est l'été en France? L'été en France, entre juillet et août, c'est 30 à 35 millions de personnes agglutinées sur 4% du territoire. C'est un phénomène extraordinaire. Bon, on est tellement habitué qu'on ne l'interroge plus. Mais qu'est-ce qui pousse ces gens à aller là? Alors effectivement, il y a un discours, je dirais, touristiquement correct, si je puis me permettre, qui consiste à dévaloriser ce loisir, etc. Mais si les gens y vont, c'est qu'ils attendent. Vous savez qu'il y a quand même plus de 15% des gens qui vont à la plage et qui ne se baignent jamais. Dire on y va pour la mer, c'est pas vrai. On y va autant pour prendre un bain de foule que pour prendre un bain de mer. On est là pour être ensemble. C'est ça la plage aussi. Donc, à tel point, d'ailleurs, quand j'ai observé, je dirais avec une patience d'entomologiste presque, les plages se remplir le matin, c'est très intéressant de voir que sur une plage vide, si une première famille arrive et se place là, vous allez penser qu'instinctivement, la seconde, elle va se placer là. Eh bien, pas du tout. Elle se place juste à côté. Preuve qu'on vient chercher sur la plage de la compagnie. C'est une Robinsonade de masse, la plage. C'est Robinson Crusoe avec plein de vendredis. Plein. Et on est là pour vivre ensemble heureux. Donc c'est ça aussi le tourisme. C'est ça aussi. Et si vous voulez bien, nous allons passer de la plage à la ville. Oui. Mais justement, on disait que la plage, c'était la ville sur les murs. Exactement. Parce que vous expliquez dans ce livre que le tourisme urbain est à la fois très ancien et très nouveau. Mm-hmm. Vous dites que la ville, c'est la première, historiquement, la plus ancienne destination touristique. Absolument. Expliquez-nous ça. Écoutez, toutes les recherches qui ont été faites par les historiens sur les voyages au Moyen-Âge, à la Renaissance, nous décrivent psychologiquement le même profil de voyageur, à savoir que c'est un voyageur qui circule dans un espace, évidemment, non balisé, non fléché, etc., et qui n'a qu'une angoisse, c'est de ne pas arriver à la ville avant que la nuit tombe.
Donc on voyage par saut de puce, de ville en ville. Et la ville est vraiment la destination type, à tel point d'ailleurs que dans les récits des pèlerins et des voyageurs même du Moyen-Âge, il n'y a pas de description de l'intervalle. Il n'y a pas de description de la nature, il n'y a pas de description de la campagne. On ne décrit que les villes et la proximité des villes. Donc, effectivement, la ville, c'est d'abord c'est la première des destinations touristiques, et ça n'ira qu'en se confirmant, avec bien sûr les pèlerinages, les villes saintes, mais aussi avec tout ce qui sera le voyage humaniste, hein, repris ensuite au XVIIIe, au XIXe siècle. Quand vous lisez Montesquieu, Montesquieu voyage de ville en ville, et quand il arrive dans une ville, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche le point le plus élevé pour découvrir la ville et le plan de la ville. Attendez, le goût du panorama, le sommet de la Tour Bretagne, en quelque sorte. Il cherche le point culminant pour après s'orienter dans la ville. Et donc le goût du panorama, d'une certaine manière, est aussi lié à la ville. Hein. Et ça continue comme ça. Quand vous voyez Stendhal en Italie, c'est d'abord un Stendhal qui fait un tourisme de la ville. Stendhal qui passe également à Nantes. Et bien sûr. Oui, alors vous avez quelques Indiana Jones comme Flaubert, avec Maxime Ducamp, qui sillonne la Bretagne par les champs et par les grèves, qui s'écarte effectivement des villes, qui s'enfonce dans les petits villages reculés et qui là découvre une sorte de monde hors du monde, où il découvre une humanité souffrante, voire monstrueuse. Enfin, c'est très étonnant, hein, l'expérience de Flaubert et de Maxime Ducamp en Bretagne. Flaubert qui dit de Nantes que c'est une ville assez bête, mais qui finalement, il reste une semaine de plus que prévu parce que il y a des choses à voir. Oui, tout à fait. Et puis il y a des coquillages à manger aussi. Tout à fait. Alors, c'est vrai que vous avez raison, c'est que la ville, elle a à la fois la fonction de destination et en même temps la fonction aussi de repoussoir. Historiquement, c'est vrai qu'avec le 19e siècle et l'urbanisation de l'Europe, la ville va devenir un lieu de concentration tel qu'on va voir apparaître des mouvements contraires de fuite, de sortie de la ville. Hein. Et ça, c'est notamment... Alors ça, on pourrait y revenir, mais au fond, on voit pas très bien ce qui n'a pas été inventé par les Anglais en matière de tourisme. C'est vrai que le tourisme est lié étroitement au développement de l'urbanisation de l'Europe industrielle et que le tourisme voit le jour véritablement en Angleterre. D'abord parce qu'il s'appuie sur une tradition du XVIIIe siècle, qui est effectivement le grand tour du gentleman anglais, qui, une fois ses études terminées à Oxford ou à Cambridge, fait un tour d'Europe. C'est ce qui donne naissance au mot tourisme, qui passe longtemps pour un anglicisme. Tout à fait, c'est le mot tour français, emprunté par les Anglais, qui crée le dérivé touriste à la fin du XVIIIe siècle. En fait. Le mot tourisme est postérieur, d'ailleurs. On désigne d'abord le sujet, l'acteur, avant de désigner le phénomène, ce qui est intéressant. Parce que cette antériorité du sujet par rapport au phénomène devrait nous faire réfléchir pour la suite, parce qu'après tout, le phénomène, lui, peut cesser. Le sujet n'a pas forcément besoin de lui pour exister. Hein. Si le phénomène, c'est l'industrie touristique, attention, soyons vigilants. Le touriste devient un individu de plus en plus intelligent et autonome. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément une clientèle inépuisable, parce qu'elle devient de plus en plus indépendante dans ses démarches. Bon, bref. Donc le fait est, c'est qu'en Angleterre, on voit apparaître le concept de village. Bon, il y a déjà le Banking Holiday Act, qui est 4 jours fériés accordés aux Anglais dès le XVIIIe siècle. Puis, effectivement, le développement des résidences secondaires en Angleterre, très très tôt, même avant même le XVIIIe siècle, autour de Londres, autour des grandes villes, etc. Et puis, véritablement, c'est l'explosion au XIXe siècle, avec l'invention des villages vacances, l'invention du cyclotourisme, l'invention des touring clubs, l'invention aussi des voyages organisés avec Thomas Cook dans la seconde moitié du XIXe siècle. Tout ça, c'est effectivement lié à l'urbanisation, en sachant que l'urbanisation en Angleterre est beaucoup plus avancée que dans les autres pays d'Europe. Si vous voulez, c'est un chiffre, mais il est très parlant. En 1861, en Angleterre, 50% de la population est dans les villes. En France, il faut attendre 1932. En Italie, 1945. Et comme par hasard, le tourisme se développe au prorata de l'urbanisation des sociétés. C'est-à-dire que les villes génèrent des sortes de mobilité de compensation vers l'extérieur, vers la nature, vers la campagne, vers le littoral, vers la montagne. Et c'est vrai qu'un organisme comme le Touring Club de France, aujourd'hui disparu, a été un vecteur essentiel pour le développement du tourisme en France. Hein. C'est clair, bon, il a été créé en 1889, il a disparu
environ à peu près un siècle après, en fin des années 1980. Mais il a été à l'origine, vous le savez, de quantité d'aménagement du territoire, les tables d'orientation, les bancs, les panoramas, même le bornage des routes, tout ça, on le doit pour une part très largement au Touring Club, avec Michelin et d'autres. Mais bon, et ça a été étroitement lié. Alors si vous voulez, même statistiquement, aujourd'hui encore, quand vous regardez les statistiques de l'INSEE, plus l'agglomération est grosse, plus elle émet des touristes. C'est une loi quasi mécanique. Le taux de départ en vacances est plus faible en milieu rural. Et pas seulement pour des raisons économiques, c'est-à-dire, c'est ce qu'a souligné aussi l'INSEE, c'est qu'en fait, un cadre en milieu rural part moins en vacances qu'un ouvrier en milieu urbain. Donc tout ne se justifie pas par l'économique. Bien comprendre. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore vraiment estimé ou évalué ou montrer à quel point, au fond, la ville ne va pas de soi et qu'elle a des effets importants sur le psychisme humain et le comportement humain, avec bien sûr des mécanismes d'agglomération, de concentration, d'hyper-concentration, mais aussi des mouvements corollaires ou complémentaires, sociophuges, je dirais, d'écartement, d'éloignement, etc., qui sont aussi à l'origine du développement d'un certain tourisme. Quitte d'ailleurs à aller dans une autre ville. Ça n'est pas impossible. Mais donc là, vous décrivez un mouvement né en Grande-Bretagne, allé vers le début, le premier deuxième moitié du 19e siècle. Du 19e siècle, qui est en fait un mouvement plutôt de fuite de la ville, où on découvre la plage, les bords de mer. Le tropisme littoral date de cette époque, y compris dans notre région. On découvre la montagne, on va sur l'Alpe, comme on disait à l'époque. On découvre la campagne. Et puis, je ne sais pas, c'est un phénomène qui n'est pas... Il y a un élément important que j'ai oublié de mentionner, c'est-à-dire, il y a d'une part, il y a une dimension proprement culturelle aussi dans le voyage. On quitte la ville pour aller voir d'autres villes ou d'autres lieux pour parfaire son éducation, et un peu sur le modèle du gentleman anglais. Mais il y a un deuxième vecteur extrêmement important, c'est la dimension sanitaire du voyage. On voyage aussi pour sa santé. Aller sur l'Alpe, aller sur la Côte d'Azur. L'invention de la Côte d'Azur par les Anglais, c'est quand même la Côte d'Azur fréquentée en hiver, et on y va pour sa santé. On y va pour sa santé. Donc il y a aussi si vous voulez, là aussi on peut mesurer au fond toute la révolution, puisqu'il était un temps où on voyageait pour sa santé. Aujourd'hui on voyage en essayant de ne pas attraper de maladie. C'est quand même, il y a un renversement assez radical. On cherchait jadis la santé dans le voyage. Aujourd'hui, on essaye de ne pas la gâcher dans le voyage, avec ô combien de précautions et de médicamenteuses et autres. Vous le savez, c'est un des problèmes d'ailleurs, avec des voyageurs suréquipés qui transportent avec eux une véritable pharmacie surdimensionnée, tellement ils ont peur de tous les maux. Et c'est vrai que le principe de précaution aidant, on a véritablement des obsédés du virus et des bactéries aujourd'hui qui sont en voyage. Bon, alors, c'est la dimension sanitaire. Mais vous avez tout à fait raison de le signaler. Alors, comme ce tourisme du grand air, né des concentrations urbaines britanniques, bien sûr n'a pas disparu. Vous disiez tout à l'heure que le tourisme balnéaire demeure massif. N'empêche que vous pointez un phénomène nouveau, relativement nouveau, c'est le retour à la ville. Le retour à la ville comme destination touristique. Vous datez ce phénomène de quand ? Alors, ce phénomène, il est finalement, à mon avis, vraiment en termes d'inversion forte, il est tardif. Il est relativement récent. Bien sûr, il y a toujours eu un tourisme urbain avec des villes phares. Je veux dire, Paris, Venise, Rome, Jérusalem, Athènes n'ont jamais été des villes qui ont eu des problèmes de fréquentation, je dirais. Ce qui est nouveau, c'est que des villes qui jusque-là n'étaient pas des destinations touristiques vont devenir des destinations touristiques, qu'elles vont rentrer dans un champ d'attraction. Et ça, c'est quand même relativement récent, dans la mesure où ça suppose un autre type de voyage, c'est-à-dire un voyage qui est relativement court dans la durée, relativement facilement accessible, quelle que soit la distance de la destination, et qui aussi mettent en avant, au fond, des patrimoines inédits ou inconnus ou méconnus, ou qui sont liés à de l'événement, quel qu'il soit. Vous le savez, par exemple, une ville comme Vilnius a vu augmenter sa fréquentation du jour où il y a eu la mort de Marie Trintignant, comme on sait. Il suffit de peu de choses pour qu'une ville bascule dans la sphère de l'attraction. Et parfois, cette chose peut être sordide, mais c'est ainsi. Je ne suis pas là pour porter un jugement de valeur. Je suis simplement là pour constater que,
Vous voyez bien que si Venise peut se passer largement maintenant aujourd'hui de la référence à Thomas Mann pour attirer le visiteur, pourquoi? Parce qu'elle a eu Woody Allen depuis, parce qu'elle a eu Indiana Jones depuis, parce que ces villes sont sans arrêt réalimentées, hein, en épaisseur narrative, en épaisseur romanesque. Il y a d'autres villes, elles n'en avaient pas. Et elles se sont inventées, et elles sont devenues, à leur tour, des villes attractives. Bon. Donc ça pose tout le problème de la patrimonialisation, de la mise en désir touristique de la ville. Et si je devais dater ça, hein, je dirais, moi, personnellement, que c'est à partir des années 70. Véritablement. Que l'inversion commence à véritablement se faire sur le modèle de ville moyenne qui trouve le moyen de devenir, au moins un moment, le centre du monde, à l'occasion d'un festival, d'une foire. Avez-vous quelques exemples en tête? Vous avez Cannes, par exemple, qui est une ville qui est devenue célèbre par le festival. C'est largement dans les années 50. Rapprochez le micro. Pardon, excusez-moi. C'est largement dans les années 50 que ça se produit. Il y a des villes même qui sont de grands pôles d'attraction et qui sont néanmoins ignorées. C'est par exemple la ville de Clermont-Ferrand avec son festival du court-métrage, qui est le deuxième festival de cinéma en France. Bon, ce sont des villes comme ça qui ont créé, je dirais, c'est un petit peu comme la ville de Saint-Malo, je dirais, avec le festival Étonnant Voyageur. Bon, ou le quai aux Bulles. Bon, maintenant, je crois que c'est dissocié, hein, mais avant, c'était jumelé. Bon, voilà. Ce sont des villes qui, comme ça, se sont mises à exister, mais ça peut être par autre chose qu'on se met à exister. Je dirais que Auxerre existait, en tout cas jusqu'à récemment, grâce à son foot. Oui, mais absolument. Donc, il y a eu cette idée, quand même, d'une sorte de marketing de la ville, je dirais, qui est liée à cette idée qu'au fond, une ville vit parce qu'elle attire le monde. Parce que attirer du monde, c'est aussi attirer de l'industrie. Je crois que c'est mis sur pied, pas forcément d'une façon forcément très préméditée, cette idée que le tourisme attire aussi ce qu'on peut appeler des enrichissements post-touristiques. Un petit peu sur le modèle de l'Irlande, qui s'est développée touristiquement pour attirer des industries ensuite. Sur le modèle tout à fait de la Californie, sur le modèle de la Costa Brava, sur le modèle aujourd'hui de l'Algarve, qui sont des destinations initialement touristiques, qui se touristifient, excusez le néologisme, pour pouvoir faire venir ensuite d'autres investissements. Voilà. Donc ce sont des choses relativement récentes. Il y a eu des modèles, il y a eu des pionniers, il y a eu des précurseurs. Mais je dirais, moi je situerais ça dans les années 70. Avec la fin d'abord des vacances monolithiques, hein, le modèle français est dominant jusque dans les années 60 et peu à peu il s'effrite, c'est-à-dire vous savez dans les années 60, quand les Français partaient en vacances, ils partaient une seule fois l'année le plus longtemps possible en juillet et août. 1961, 87% des Français qui partent en juillet et août, 28 jours. Bon, le reste de l'année, plus rien. À partir des années 70, ce modèle-là se fissure, se désagrège, et on voit se fragmenter les vacances, on voit s'élaborer une demande de court séjour. Et là, la ville va puiser dans la dislocation de ce modèle, je dirais, son créneau spatial et temporel. La ville va devenir une destination tout à fait viable pour les courts séjours à partir de ce moment-là. Et ça va évidemment même donner lieu à un tourisme international de proximité, suite à la chute, à la fin des pays du pacte de Varsovie et la chute du mur, où toutes les capitales européennes vont devenir, au fond, des destinations touristiques de court séjour, pour les séjours de 3, 4 jours, etc. C'est à prendre dans ce mouvement-là. Je pense qu'il ne faut pas penser... il faut penser ce phénomène dans sa globalité. C'est un mouvement général. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas un lien étroit entre les modes de transport et les types de tourisme ? La voiture individuelle comme mode de transport fantastiquement adapté aux 4 semaines passées en juillet et août au bord de la mer, et aujourd'hui les lignes low cost remarquablement adaptées aux week-ends prolongés à Barcelone, à Prague ou à Nantes. Oui. Oui, je pense tout à fait. Il y a aussi, par exemple, on peut prendre aussi même au niveau des transports terrestres, l'effet TGV va modifier forcément la donne aussi. Sur Barcelone, par exemple, sur le nord, sur Amsterdam, sur Hambourg, etc. Vous avez par le TGV aussi, par voie terrestre, des courts séjours qui sont rendus possibles par le développement des transports. Mais exactement comme le développement des loisirs balnéaires sur la côte normande, puis bretonne, c'est fait par le développement du chemin de fer, de la même façon. Ça, bien sûr, il y a une interaction évidente entre l'offre et la demande, je dirais, dans ce cas-là.
Mais il y a aussi, je pense, le fait que on a un rapport à la mobilité psychologiquement modifié qui fait qu'on ne veut plus vivre cette expérience du voyage seulement comme une sorte de fin de cycle. On veut être en permanence suspendu entre deux voyages. Ça, c'est une sorte de... Je ne dis pas que c'est vrai de toutes les classes sociales, évidemment non. Je dirais en tant que sociologue, je peux vous dire qu'on peut toujours rencontrer dans les classes populaires des gens qui ne comprennent même pas à quoi servent les vacances et pourquoi on part. Bon, donc ça, c'est vrai que ça ne va pas de soi non plus. C'est pas pour rien que Léo Lagrange avait rebaptisé les auberges de jeunesse les écoles du tourisme, parce qu'il avait très bien compris que voyager pour son plaisir, ça ne va pas de soi. Pas plus que le bain de mer n'est un acte spontané. C'est quelque chose qui s'élabore culturellement. Et voyager pour son plaisir aussi, à rebours, je dirais ici, du mythe de 36 qui voudrait que en 36, ça y est, toute la France s'est mise à gigoter dans tous les sens aux quatre coins de l'Hexagone. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Les historiens ont assez souligné ça. Un ouvrier qui s'est retrouvé d'un seul coup avec ses congés payés, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été plus souvent au bistrot, plus souvent pêché, plus souvent joué aux boules, et il n'est pas parti. Ou à la limite, il est parti au bord de la mer quand la mer était pas loin. C'est-à-dire quand il était à Montpellier, il allait à Palavas, quoi. Bon, voilà. Mais ça, c'est en 36, si vous voulez. C'est en 36. Et il a fallu qu'il y ait une maturation culturelle pour que les gens se mettent à voyager pour le plaisir. Se mettre dans la peau d'un ouvrier de 1936, qu'est-ce que c'était pour lui le voyage ? Le voyage était associé soit à la guerre, soit à l'exode rural. C'était pas un plaisir. Donc recommencer à voyager pour son plaisir, c'était absolument quelque chose d'incongru. Il faut bien se mettre ça dans la tête. On ne voyage pas comme ça spontanément pour son plaisir. Alors je me suis éloigné complètement de votre question, mais c'était... N'ayez crainte, je vous aurais ramené dans mes filets. Et j'insiste, nous allons revenir au tourisme urbain, au tourisme de ville. Dans le livre que vous avez fait et dans l'entretien que vous aviez donné à Place Publique, vous disiez... La ville touristique ne peut pas ne pas être culturelle. Expliquez-nous ça. Cette double négation. Oui, non, parce que par définition, la ville, c'est le point culminant de l'artificialisation du monde. Donc, par définition, elle se donne immédiatement comme un objet culturel. Même si la nature est encore un objet culturel, il faut bien comprendre que la nature n'existe pas en soi. La nature elle-même est inventée comme concept. Vous avez des sociétés qui n'ont même pas de mots pour parler de la nature. Donc ne croire que la nature est une réalité en soi, c'est une erreur. La nature est une invention aussi culturelle. Comme le paysage, comme l'amour de la nature. L'amour de la nature ne vient pas de nulle part non plus. Je veux dire que là, on voit très bien les trames culturelles à l'origine de ce respect pour l'environnement, cette esthétisation, cette artialisation. On parlait de land art, l'artialisation du paysage, etc. Ce respect de l'environnement. D'où est-ce que tout ça nous vient ? Ça nous vient très largement de l'Europe réformée quand même. Le goût du paysage, ça nous vient des pays protestants. Les mouvements écologistes, d'ailleurs, ne sont pas nés en Italie. Ils sont nés quand même en Allemagne. Le naturisme est né en Allemagne. Ce rapport à la forêt, il est né en Allemagne. Ce rapport à l'environnement, ça ne vient pas de nulle part, ce désir de nature. Bon, ça c'est une parenthèse. Je dirais que même la nature est un objet culturel, mais la ville, elle est d'une façon évidente culturelle, parce qu'elle est quelque chose d'évidemment construit, et elle se donne comme telle. Elle est toujours une prouesse esthétique et technologique, et elle se donne à voir comme telle, et aussi une prouesse archivistique, parce qu'elle est toujours un lieu d'accumulation et de concentration d'informations. Vous avez une expression, là, toujours dans ces entretiens, la ville est un entonnoir culturel, dites-vous. Oui, c'est ce qui fait son succès, c'est-à-dire qu'au fond, faute de pouvoir visiter un pays longuement, on a l'impression qu'en passant par la ville, on a une sorte de raccourci et de récapitulation de l'identité d'un pays, à tort ou à raison. Personnellement, je n'ai pas porté de jugement là-dessus. C'est évident que Paris n'est pas égal à la France, pas plus que Londres n'est égal à l'Angleterre. Et même au niveau d'une région, je pense qu'on pourrait faire exactement la même remarque. Mais c'est vrai que c'est généralement perçu comme ça. Quand on va dans un pays pour la première fois, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche la ville. On cherche la ville. La ville est une sorte de sas parce que
Il y a des lieux de récapitulation qui s'appellent musées, qui s'appellent théâtre, qui s'appellent bibliothèque, qui s'appellent festival, qui s'appellent événements, etc., où on a l'impression qu'on a une sorte de condensé de l'identité culturelle qu'on veut approcher. Donc c'est pour ça que la ville ne peut pas ne pas être culturelle. Vous donnez d'ailleurs un exemple amusant. Vous dites un touriste américain qui vient en France vient forcément à Paris. Et quand il vient à Paris, il va forcément visiter le Louvre. Et quand il visite le Louvre, il tombe forcément en arrêt devant la Joconde parce qu'il a lu Da Vinci Code. Oui. De quelle culture s'agit-il ? Écoutez, d'une culture, à mon avis, éminemment. Vous voyez, le Da Vinci Code, en plus, a été un catalyseur extraordinaire. Quoi. Bon, et on voit bien, d'ailleurs, de la même façon, pour qui a lu Da Vinci Code, vous avez aussi un autre lieu à Paris qui n'a jamais été autant fréquenté que depuis que Da Vinci Code est sorti, c'est la place Saint-Sulpice. Et l'église Saint-Sulpice. Cette église était absolument désaffectée. Sauf par les passionnés du baroque, personne n'allait voir cette église. Depuis Da Vinci Code, c'est une église absolument... Donc, ça, je trouve que c'est là qu'on tire une leçon. On voit ce que les voyageurs veulent. C'est-à-dire que les voyageurs veulent pas seulement voir des curiosités, des monuments, des vestiges historiques, des archives. Ils veulent du récit. Ils veulent de la narration. Ils veulent même, au besoin, de la fiction. Et la fiction vient épaissir, je dirais, les lieux, leur donner une densité romanesque, une dramaturgie, etc. Ce qui fait que vous avez même des guides assez fantasmagoriques, je trouve. Vous avez par exemple un guide du Paris disparu. Un guide du Paris disparu. On vous raconte dans cet endroit, il s'est passé telle ou telle chose, mais il n'y a plus rien à voir. Donc c'est un guide qui vous dit où il faut aller pour voir qu'il n'y a plus rien à voir. C'est quand même étonnant. Et ça marche très très bien. Donc ça veut dire que c'est d'abord, le voyage, c'est d'abord un acte d'imagination. Vers quelque chose. C'est vrai qu'en fonction de ce que vous avez lu, en fonction de ce que vous avez vu, film, roman ou autre, quand vous arrivez dans un lieu, c'est plus fort que vous allez voir. La première fois que je suis allé à Berlin, comme j'avais lu Alexanderplatz d'Alfred Döblin, je me suis précipité place Alexanderplatz, et j'avais rien à voir évidemment. Mais c'était plus fort que moi. Si j'avais pas été, j'aurais eu le sentiment de rater quelque chose. Là, j'ai raté quelque chose, mais je sais que j'ai pas raté au fond ce qui était à rater. Bon, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je pense qu'on a besoin d'une mise en intrigue du monde. Le rapport de connaissance au monde est un rapport qui passe par le désir de pouvoir raconter le monde. Que ce savoir du monde soit un savoir fondé sur la fiction ou fondé sur la connaissance scientifique, peu importe. Le monde me devient intéressant à partir du moment où je peux le raconter. À partir du moment où il me propose un récit, à partir du moment où il me propose une intrigue, et à partir du moment où il me propose, au fond, un scénario à suivre. Un scénario à suivre. Si j'ai bien compris Voyage à Nantes, quelque part, il y a de la scénarisation là-dedans. Je crois que c'est effectivement de plus en plus ce qui se dessine dans la demande des touristes aujourd'hui, ou touristes, j'aime pas parce que ça a une connotation péjorative, mais des voyageurs curieux, je dirais, c'est qu'on leur propose pas seulement une destination, pas seulement un service, pas seulement un paysage, pas seulement des objets remarquables, c'est qu'on leur propose aussi un mode d'emploi. Un peu au sens de Georges Perec. C'est le voyage mode d'emploi, avec des possibles. Vous bifurquez, un peu le livre sur le modèle, le livre dont vous êtes le héros, vous savez. La ville devient un petit peu ce texte-là, et c'est comme ça qu'au fond, et comme elle est plus dense, effectivement, elle est peut-être plus prête, et c'est pour ça qu'elle connaît un nouveau succès qu'elle n'a pas. Il y a un très bel exemple, je trouve. C'est dans justement un livre de Huysmans qui s'appelle À rebours. Vous avez un Parisien qui s'appelle Désessinte, qui est un personnage désespérant et désespéré, qui se prépare à un voyage en Angleterre. Et puis, comme il est en avance à la gare, il va d'abord manger dans un pub anglais près de la gare de Lyon. Et puis après, comme il a du temps, il va au Louvre. Et au fond, il voit les salles de la peinture anglaise au Louvre, et tout est rassemblé là. Du coup, il décide pourquoi irais-je en Angleterre. J'ai tout ici condensé. Bon. Voilà, je dirais qu'il y a un petit peu cette idée-là, si vous voulez, qui est, au fond, je suis dans une durée courte, je suis dans un temps court, et ce temps, je dois l'optimiser. Comment est-ce que je l'optimise ? Parce que je vais le densifier par un scénario d'exploration, un programme d'exploration, où je vais essayer d'engranger le maximum. Je ne fais pas l'apologie de cette pratique, qu'on ne se méprenne pas, mais c'est à l'évidence ce qui se dessine aujourd'hui
à travers quantité d'indicateurs, je dirais, que ce soit l'organisation, la logistique des voyagistes, qu'à travers l'évolution des guides imprimés, ou des guides, enfin, tout simplement, que ce soit aussi à travers les formes d'auto-organisation du voyage par les visiteurs et les voyageurs eux-mêmes sur le net. Hein, ça fonctionne aussi largement comme ça, avec, vous le savez, une segmentation à l'infini sur le net de l'offre, avec des associations qui sont concentrées sur une façon de s'approprier un lieu, autour d'une histoire de référence, etc. C'est ce que vous appelez les patrimoines alternatifs. Ça fait partie des patrimoines alternatifs. Alors il y en a d'autres, justement, peut-être moins désespérants que cela, parce que là, je vous ai présenté un peu. Bon, vous avez, par exemple, c'est vrai que vous avez... Ça a été racheté depuis par Lonely Planet. C'est une collection chez Casterman. Le premier numéro, c'était Visiter Venise sur les traces de Corto Maltese. Donc là, vous voyez, vous visitez Venise sur les traces d'un personnage imaginaire. On a fait la même chose avec Bruxelles, la même chose avec Rome, etc. etc. Bon. On voit bien ici, là, il y avait véritablement un désir de fictionnalisation du lieu. On n'est pas là pour forcément découvrir le pays tel qu'il est. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un pays tel qu'il est? On n'en sait rien. Mais on est là pour découvrir le pays au fil, je dirais, d'un récit. Mais il y a d'autres patrimoines qui se mettent en place, et ça, je crois que c'est intéressant. Parmi les patrimoines, ça, c'est un des patrimoines alternatifs. Il y en a d'autres. En ce moment, vous avez une campagne, par exemple, pour la Finlande. Et la Finlande, comment est-ce qu'elle se valorise? Son slogan, c'est « la beauté du silence ». C'est un pays qui se valorise en tant que destination par son patrimoine acoustique, qui fait que dans ce monde dans lequel nous vivons, le silence est devenu effectivement un patrimoine. Mais ce qui est aussi, il faut bien se le dire, dans les campagnes françaises, aujourd'hui, le principal patrimoine des campagnes françaises, c'est le silence. Quand j'étais à la Datar, on avait travaillé sur l'implantation des résidences secondaires. C'est intéressant de voir que les résidences secondaires sont d'autant plus nombreuses qu'il y a moins d'exploitation agricole. On veut bien la campagne, on veut bien le paysage, mais sans le paysan. Sans tracteur, sans vache, sans mouche, hein, sans coq, sans cloche, sans angélus, etc. Le silence est une chose attractive en soi. Il y avait une grosse enquête qui avait été faite quand il en avait encore les moyens, par l'Observatoire national du tourisme à la fin des années 90, début des années 2000, sur les raisons de la fidélité des vacanciers aux 4 espaces types, hein, littoral, ville, montagne, campagne. Et pour la campagne, en première réponse, ce qui était avancé, c'était pas la nature. Curieux, on pourrait le penser. C'était le silence, c'était la tranquillité. Ça, dans 30% des cas en première réponse. 28% des secondes réponses, c'était pour être en famille et entre amis. La nature était évoquée dans 8% des cas. Pour rencontrer des gens, 2% des cas. Bon. Il faut voir le touriste comme il est. Hein, je crois qu'il ne faut pas non plus lui prêter des intentions qu'il n'a pas, ou en tout cas qui ne sont pas forcément des intentions premières. Ou alors on ne cherche pas à le comprendre, on cherche à le formater selon ses idéaux à soi. Mais ça, c'est pas le boulot de l'anthropologue à ce moment-là. Moi, ça relève plus de ma compétence. J'essaie de comprendre pourquoi on a des individus de ce type, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que le désir de nature, quand il est évoqué, il est associé à la montagne, ce qu'on comprend assez bien, mais il est aussi associé au littoral, ce qu'on comprend un peu moins bien. Parce que s'il y a bien un territoire artificialisé, c'est bien le littoral. Hein, bon, mais ça veut dire que c'est une question de représentation, c'est une question d'image. Ça veut dire aussi anthropologiquement que l'imaginaire détermine nos comportements. Pour prolonger ce que vous disiez sur le silence, pardon, oui. Toujours dans cet entretien, vous donniez un exemple tout à fait ahurissant, je trouve, de tourisme sensoriel. Je vous cite, une traversée de Berlin organisée après la chute du mur, l'hiver, sur une ligne de crête olfactive. L'odeur du chauffage au charbon vous indiquait que vous vous trouviez à l'est. Oui, absolument. Bon, ça, ce sont des réalités éphémères, mais c'est la jouissance aussi. Le voyage, c'est la jouissance de la frontière. C'est la jouissance de passer d'une frontière à l'autre. Hein. Bon, vous savez, il y a eu ce livre de Régis Debray là, récemment sur l'éloge de la frontière. Tout ce débat, quoi. Est-ce qu'il faut dissoudre les frontières? Est-ce qu'il faut en faire? Bon, etc. Le problème, c'est pas vraiment de savoir s'il faut en faire ou pas. Le problème, c'est que je pense que le voyage est indissociablement lié au franchissement de frontières, quelle qu'elle soit, hein, bien sûr. Elle peut être invisible. Et c'était un exemple de tourisme effectivement sensoriel. Au fond, on repérait
des territoires effacés, simplement d'une façon olfactive, parce que à l'époque, on sentait encore le chauffage en hiver, on sentait Berlin-Est par l'odeur du charbon. Et dès qu'on ne le sentait plus et que c'était le chauffage au gaz, on était dans Berlin-Ouest. Et puis voilà. Bon. Donc ça, c'est une façon de rendre le monde intéressant aussi. C'est une autre façon d'appréhender le monde, si vous voulez. Selon d'autres repères, selon d'autres signes. Au fond, le plaisir de voyager, c'est aussi le plaisir de déchiffrer, c'est d'identifier des signes. Et que dire à l'inverse du tourisme chez soi? C'est un leitmotiv de Jean Blaise, responsable du voyage à Nantes, qui dit, bien sûr, on va attirer des gens extérieurs à Nantes, mais on va essayer de faire en sorte que les Nantais seront les touristes de leur propre ville. Mais il y a plusieurs villes déjà qui se sont lancées là-dedans. Saint-Denis, en région parisienne, l'a fait. Paris l'a fait. Clermont-Ferrand l'a fait. Bon, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est ce qu'on pourrait appeler un tourisme endogène. C'est-à-dire qu'on demande au fond aux habitants de la ville de devenir touristes chez eux. Et c'est vrai que c'est aussi Limoges, par exemple, aussi, a développé une politique comme ça de valorisation de la ville en allant d'abord chercher les visiteurs parmi ses habitants. Et c'est intéressant à de multiples niveaux. D'abord parce que les citadins se réapproprient leur propre ville. Leur ville devient aussi un lieu de plaisir et pas seulement un lieu de résidence ou d'activité. C'est aussi que le citadin est un excellent vecteur de promotion des destinations. On s'est aperçu qu'au niveau de la communication touristique, la rumeur avait plus d'impact que la campagne publicitaire. Donc le premier représentant, je dirais, de l'intérêt d'un lieu, ça peut être son habitant lui-même. Et de surcroît, ça permet d'être un vecteur d'animation très important. Alors sur Paris, bon, je suis désolé, personne n'est parfait, je suis parisien, donc je travaille là où je suis. Mais vous avez comme ça toute une maison d'édition qui s'appelle Parigramme, qui édite en permanence des guides à usage interne. Vous avez même des guides par arrondissement. Bon, ne reculant devant aucun sacrifice, en bon ethnologue, j'ai acheté un guide et j'ai suivi scrupuleusement. Il y a 20 arrondissements. Alors j'ai commencé par celui du 5e parce que c'est là que j'habite. Et il y avait beaucoup de monde sur les itinéraires. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui marche très très bien. C'est quelque chose qui marche très très bien. Il y a véritablement un désir de réappropriation. Et même Parigramme va très loin parce qu'il propose des petits guides du style où trouver du silence dans Paris, où s'embrasser tranquillement dans Paris, ou pique-niquer dans Paris, etc. Où on réintroduit d'autres formes d'appropriation, de réappropriation et de jouissance du lieu. Et ça, je crois que c'est très très important, effectivement. Les patrimoines alternatifs, c'est ça aussi. Autour des coulées vertes, des lieux de marche, etc., on réintroduit au fond la randonnée dans la ville. On réintroduit l'alpinisme dans la ville. On réintroduit des choses comme ça. On réintroduit aussi la lenteur. On réintroduit la lenteur dans la marche en ville. Arrêtez-vous dans une ville, arrêtez-vous dans une station de métro et regardez. Vous savez, c'est ce que disait Georges Perec. Vous êtes en mal de dépaysement, vous habitez au second. Un jour, ayez le courage de monter jusqu'au 3e. Et vous aurez le dépaysement. Souvent, ça tient à peu de choses, très peu de choses. Donc c'est pour ça que je suis complètement opposé à la déclaration de Michaud dans Écuador quand il dit la Terre est rincée de son exotisme. C'est pas la Terre qui est rincée de son exotisme. C'est notre regard qui n'en produit plus. C'est une question de politique du regard. C'est une façon d'apprendre à voir qui est à l'origine de tout voyage. Je pense que quand le sociologue Marc Auger parle des non-lieux, c'est précisément ce type même de voyage lié, je dirais, à une absence de perception quelle qu'elle soit. Un non-lieu, c'est quoi ? C'est le fait que vous allez dans un Sofitel, je parle de celui de New York, parce que là, maintenant il a une densité romanesque importante, donc ça fausse l'exemple. Mais que ce soit celui de Hong Kong ou de Singapour ou de Montréal, c'est toujours la même chambre. La télé est toujours au même endroit, la salle de bain est toujours au même endroit. Ce sont des non-lieux. Vous n'avez pas d'expérience de la différence. Bon, ça, c'est le voyage de la jet set, quelque part. On ne voyage plus, on se déplace, au fond. Bon, le touriste, c'est quelqu'un qui voyage. Donc, c'est quelqu'un qui veut de la différence. Et au fond, il est satisfait à partir du moment où il a du chiffre, du signe à déchiffrer. Et ça, c'est au fond ça, la politique sans doute touristique. C'est au fond rendre sans arrêt le monde intéressant, redonner du sens au monde. C'est ce que Michel de Certeau appelait le refus de l'insignifiance. Alors justement, on comprend bien, ce que vous dites résonne certainement
chez les Nantais qui nous écoutent, on voit bien en quoi cette construction de patrimoine alternatif correspond tout à fait à la stratégie du voyage à Nantes. C'est-à-dire, est-ce que les choses ne sont pas un peu plus compliquées? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une double attente du touriste? Je viens à Nantes, par exemple. Je suis parisien. Je viens à Nantes parce que j'ai déjà une idée de Nantes. Parce que j'ai bu du muscadet, parce que j'ai entendu la chanson de Barbara, parce que j'ai mangé des petits beurres, parce que j'ai vu jouer jadis le Football Club de Nantes, etc., etc., parce que j'ai lu Julien Gracq et tout et tout. Donc j'ai une idée toute faite, une espèce de préjugé, d'a priori, et c'est pourquoi je vais à Barcelone, je vais à Prague, parce que c'est une ville toujours déjà connue, et en même temps, quand j'y viens, j'ai envie d'être surpris, de ne pas seulement retrouver ce que j'attendais. Mais le voyage à Nantes, qui joue typiquement sur le décalage, ne risque-t-il pas de lâcher la proie pour l'ombre, de ne viser finalement qu'un public relativement étroit de gens assez branchés et de laisser tomber les amateurs de petits beurres et de muscadet? Non. C'est un vaste problème, parce que de toute façon, ça, c'est une tendance, effectivement, intellectuelle et psychologique, je dirais, du tourisme aujourd'hui, et qui est renforcée d'ailleurs par l'usage d'Internet. C'est ce rapport prévisionnel de plus en plus poussé, je dirais, au voyage, ce rapport d'anticipation, enfin, ce que j'appelle le complexe de la boule de cristal. On veut en savoir le plus possible avant même de partir, quoi. Je veux dire que c'est le... Il y a dans le touriste contemporain un Don Quichotte exacerbé, quoi. Vous savez, Don Quichotte ne voyage pas pour découvrir, hein. Don Quichotte voyage pour vérifier si le monde est bien comme il est écrit dans les livres. Bon, voilà, hein, bon. Et donc, comme le monde n'est pas écrit comme dans les livres, et ben, il devient fou, Don Quichotte, parce qu'il ne veut pas se faire à cette idée, hein. C'est ça la cause de la folie, quand même, de Don Quichotte. Il veut absolument que les livres disent vrai et que le monde se trompe, au fond. Bon, donc ça, vous avez toujours ce concurrent-là, effectivement, dans le visiteur, il y a cet aspect-là, et qui est même inconsciemment très, très, très puissant. Ça, c'est incontestable. Donc je pense que plutôt que de faire la chasse aux stéréotypes, il faut plutôt composer, se servir des stéréotypes. C'est-à-dire que le stéréotype, c'est ce qui permet de faire venir, quitte ensuite, sur place, à finalement montrer qu'il y a un au-delà du stéréotype. Mais je crois que faire la guerre aux stéréotypes, c'est un vain combat. Le stéréotype est plus fort que vous. Donc il vaut mieux l'utiliser. Et puis une fois sur place, vous savez, au niveau du tourisme international, Paris, c'est toujours la Tour Eiffel, les Galeries Lafayette, Dior, la baguette de pain et le béret basque. Hein. Ça, on n'en sort pas. Hein. C'est toujours comme ça. Comment ? Oui, non mais non mais vous savez, j'y pense. C'est par exemple, c'est le film de Woody Allen, Tout le monde dit I love you, je crois. Ça commence place du Châtelet et on voit Woody Allen sur le pont avec une baguette sous le bras. Pour n'importe quel Parisien, on ne passe jamais avec une baguette sur le bras sur ce pont-là, parce qu'il n'y a pas de boulangerie dans le coin. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est un stéréotype. Hein. Mais ce stéréotype vous dit, là, vous êtes quelque part où ça peut se passer. Bon, voilà. Donc, il ne s'agit pas de le combattre, mais il s'agit de le manipuler. Il faut être malin avec le stéréotype. Le détruire, c'est impensable, mais dire qu'il y a quelque chose au-delà du stéréotype, oui. Hein. Donc, c'est subtil, effectivement. Il ne faut pas faire silence, occulter. Les références au Muscadet, Henri Michel ou autres, ça fait partie du patrimoine nantais. Mais effectivement, une fois sur place, montrer qu'il y a un au-delà de ces stéréotypes me paraît absolument indispensable. Enfin, possible. Pas de violence non plus, quand même. Hein. Pas de violence, mais le stéréotype est quelque chose, vous savez, c'est un... Quelqu'un que je connaissais bien et qui est décédé depuis peu, c'est un sociologue qui s'appelle Rachid Amirou, qui comparait le stéréotype à l'objet transitionnel de Winnicott. Vous savez, c'est le doudou du bébé qui lui permet d'accepter le monde extérieur, etc. Le stéréotype, c'est un petit peu ce qui vous permet d'accepter la différence. Hein, ça vous rassure, le stéréotype. Vous êtes en terre semi-inconnue, je dirais, avec le stéréotype, parce que vous l'avez déjà vu. Donc, faut pas inquiéter. Vous pouvez surprendre, mais il ne faut pas terroriser. Hein. C'est ça le tourisme aussi. C'est quand même, vous n'avez pas des Indiana Jones avec les touristes. Hein. Vous avez des gens qui sont là pour éprouver du plaisir, pas forcément le grand frisson. Hein, voilà. Il me semble qu'il faut aussi, de ce point de vue, être humain. Écoutez, le moment
va arriver de passer la parole à la salle. Avant cela, je voudrais citer une des dernières pages de votre livre, L'envie du monde, parce que je trouve que c'est une très belle page, et puis qui va un peu à l'encontre d'un certain nombre de stéréotypes négatifs à l'égard du tourisme, quand même plutôt développés aujourd'hui dans les milieux intellectuels, qui en fait ne sont pas ceux qui voyagent le moins, mais qui ont le plus de distance culturelle probablement à l'égard du tourisme de masse. Et vous écrivez que serait de nos jours le monde sans touristes? Un musée sans visiteurs, une bibliothèque sans lecteurs, un marché sans chalands, un jardin public sans enfants ni amoureux, un cabinet de curiosité sans curieux. Sans lui, y aurait-il encore des politiques du patrimoine? Y aurait-il seulement des patrimoines? Y aurait-il du moins cette effervescence et cette émulation identitaire que suscite sa venue? Quoi qu'en disent les détracteurs du tourisme et autres pourfendeurs atrabilaires du touriste, qui ne manqueront pas de nous accuser d'angélisme politique ou de démagogie, y aurait-il, sans cet homo touristicus, ce souci de préservation, de valorisation, d'aménagement des lieux de vie, des environnements, des peuples et des cultures, lequel touriste participe à l'évidence du développement économique et social des pays et des nations? Vous signez sans repentir. Ah, absolument, non, je confirme, absolument. Et d'ailleurs, le premier livre que j'ai écrit là-dessus, qui s'appelle L'idiot du voyage, le titre était délibérément ambigu, parce que ça pouvait se comprendre. D'ailleurs, c'était tellement ambigu que ça a été mal compris, que j'ai fait une préface pour la seconde édition. L'idiot du voyage, ça peut vouloir dire évidemment le crétin du voyage, le con en voyage, mais en même temps, l'idiot du voyage, ça veut dire le naïf en voyage. Et le touriste, il est ce voyageur qui a encore une capacité d'étonnement, et heureusement qu'il existe. Il nous fait voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Il a sauvé des choses qui n'auraient pas été sauvées autrement. Je veux dire, tous les canaux, etc., le tourisme fluvial a sauvé des milliers de kilomètres de canaux qui autrement n'auraient eu aucune utilité. Donc, il y a eu un travail de fait très intéressant aussi par un anthropologue sur Bali. Bali, au fond, a été menacé de négation identitaire par la fédération indonésienne. Et c'est grâce au développement touristique à Bali qu'au fond, Bali s'est réapproprié les propres signes de sa culture. En mettant en spectacle ses danses sacrées, ses danses religieuses, refusant même de faire des danses pour touristes qui auraient été des danses profanes opposées à des danses sacrées. Ils ont donné directement, je dirais, en pâture aux touristes leur danse sacrée. Mais du coup, ça a été une réaffirmation identitaire de Bali au sein de la fédération indonésienne. Donc, heureusement que le touriste existe. Heureusement que le touriste existe. Si vous voulez, à une époque, quand le tourisme était moins enclavé comme il l'est aujourd'hui en Tunisie, le tourisme était vecteur d'émancipation. Le tourisme a modifié le statut de la femme en Tunisie quand il n'était pas confiné comme il est aujourd'hui dans des coquilles hôtelières sur le rivage, comme c'est aujourd'hui le cas. Il était plus diffus et il y avait une acculturation entre Occident et Tunisie qui était tout bénéfice pour le statut des femmes en Tunisie. Donc il faut quand même avoir un regard. Je ne dis pas que le touriste tout est bien. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il ne faut pas confondre le touriste avec le tourisme. C'est-à-dire les rêves d'un homme avec les méfaits d'une industrie. Quand effectivement Accor fait des kilomètres de gazon à Marrakech au point de priver d'eau les cultivateurs de roses dans la région, c'est pas le touriste, ça. Ça, c'est le tourisme. Faut pas se tromper non plus de cible concernant les responsabilités dans cette affaire. Ne pas confondre un homme qui voyage parce qu'il a des rêves, parce qu'il a des désirs, et une industrie parce qu'elle les manipule, ses rêves et ses désirs. Je crois que ça, c'est mon côté peut-être un peu militant et engagé, mais c'est pour ça aussi que j'ai travaillé là-dessus. C'était l'homme qui m'intéressait, c'était pas l'industrie. Il faut d'abord peut-être d'un point de vue professionnel, ça veut dire aussi qu'il faut peut-être davantage privilégier les études sur la demande touristique que de développer des études sur l'offre. Il faut savoir bien communiquer, c'est quand même aussi bien identifier son destinataire, son interlocuteur. Autrement, on peut très bien parler dans le vide et tenir un monologue, voire un soliloque. Voilà. Quant au mépris sur le touriste, à l'égard du touriste, dites-vous bien qu'on n'a même pas attendu la massification pour ça. Le mépris antitouristique, en 1850, la chose est entendue déjà. On parle déjà des troupeaux de Cook, et Flaubert,
quand il est en Grèce, dit qu'il va à un moment, il dit je vais visiter Delphes comme un touriste, c'est-à-dire pressé et sans argent. Voilà. Le touriste, c'est le type fauché, toujours pressé. Voilà. La mauvaise image, elle est déjà là, dès 1850. On n'a pas attendu la massification pour traiter le touriste comme un toutou, c'est-à-dire comme un chien, en fait. Ouais. Philippe. Oui, j'ai plus vraiment de questions parce que vous avez dit énormément déjà dans la conversation avec Thierry, et finalement vous avez terminé sur la question que moi j'avais envie de vous poser, c'est-à-dire ce que je trouve intéressant, c'est que vous abordez cette question du tourisme par le sujet, ce que vous appelez le sujet, c'est-à-dire par le touriste, celui qui voyage sans nécessité. Et j'aurais aimé, mais vous l'avez déjà pratiquement fait, vous poser cette question. S'il n'a pas de nécessité, c'est qu'il n'a pas de besoin, mais forcément il voyage, donc il a autre chose, il a d'autres moteurs qui sont des désirs que vous avez en partie évoqués, mais peut-être vous ne les avez pas tous cités. Donc ça serait intéressant que peut-être vous prolongiez un petit peu. Et puis j'avais envie de vous poser cette question. Est-ce que les metteurs en offre du tourisme, je vais les appeler comme ça, le voyage à Nantes, si on prend le cas de Nantes, viennent vous chercher, viennent vous demander conseil, vous qui connaissez si bien le touriste et ses motivations? Bon, la première question, c'est qu'effectivement, cette absence de nécessité n'est qu'apparente. C'est-à-dire que cette nécessité, elle en cache d'autres. C'est pour ça aussi que j'évoquais la notion de tourisme-thérapie. Je pense que... il y avait une très belle formule du sociologue Jean Viard aussi, qui a beaucoup travaillé sur le tourisme, qui disait au fond, les vacances, c'est ce vide accordé à chacun. C'est ce vide accordé à chacun. Et il comparait ce vide accordé à chacun on dit pour se détendre ou tout ce qu'on veut. Il disait, au fond, c'est un petit peu comparable à la permission accordée aux soldats pour éviter les tentations de désertion. C'est un peu ça. C'est-à-dire que quand même les vacances, c'est aussi une instance de régulation fondamentale par rapport à l'ordre social. On peut trouver d'autres formules. Je veux dire, nos façons de concevoir les loisirs et les vacances sont caractéristiques de notre culture. Il y a certainement d'autres solutions. On sait que les Yanomami n'ont pas inventé les congés payés, mais ils travaillent 2 heures par jour. Bon, c'est une autre façon de gérer le temps. C'est toujours une question de gérer le temps. Nous sommes dans une société de l'urgence, du flux tendu, de l'hyperactivité. Donc, nous pouvons fonctionner que par syncope, par coupure, comme ça, des temps de récupération. Et du coup, c'est là qu'il y a une autre nécessité qui apparaît. Il faut se remettre de cette épreuve. Et avec tout ce qu'elle détruit et tous les effets collatéraux de cette épreuve, qui est qu'au fond, même vivre en famille, même vivre en couple dans le monde urbain, c'est devenu quelque chose de très difficile. Et qu'il faut bien au moins avoir un moment qui nous donne une seconde chance pour essayer de sauver ce qui est parfois perdu le reste du temps. Et que ça, c'est une nécessité aussi. Mais effectivement, qu'on évoque moins, parce que ça a immédiatement des implications ou des incidents, je dirais, sociales et politiques. Bon, c'est une question, on en parlait aussi d'ailleurs, de quel est le statut dans le nouveau gouvernement. J'ai même pas le temps de regarder parce que je reviens de voyage, justement. Mais où est placé le tourisme dans le dispositif gouvernemental? On demandera au Premier ministre. Je crois que c'est soir. En fait, on m'a dit, c'est Arnaud Montebourg. Non, ça c'est peut-être bon signe. Ça c'est bon. Il y avait une deuxième question. Oui, la deuxième, c'était est-ce qu'on vous consulte pour concevoir une offre touristique? Ce que vous dites sur la ville est très intéressant. Et nous, dans ce que vous dites au niveau du Conseil de développement, il y a des mots qui nous parlent, notamment cette histoire de tourisme endogène, la redécouverte de la ville, la lenteur, enfin des choses comme ça. C'est des sujets sur lesquels on travaille. Et donc, simplement, est-ce qu'on vous consulte? Oui, ça oui, on m'a déjà consulté pour des régions. La région Bretagne, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, pour les assises régionales de Bretagne, au niveau simplement de la discrimination des différentes espèces de visiteurs, quoi. Il y a un problème, c'est que touriste, c'est un peu le mot fourre-tout. Qui est le touriste, que mettons là-dessous. Donc j'ai été effectivement au niveau régional comme ça consulté par le Conseil général de Bretagne,
qui est en train de reconfigurer sa géographie touristique de ces 4 départements, non plus en termes justement de départements, mais de zones d'attraction, etc. Il n'y en avait pas 5 dans la commande, non? Départements? Si, pardon. Ah bon. Pardon. Excusez-moi. Non, mais... non, il y en avait bien que 4. Vous m'avez tendu le piège. Non, il n'y en avait bien que 4. Oui, il n'y en avait bien que 4. Bon, pour effectivement s'interroger sur qui vient, qui peut venir en Bretagne, avec par exemple des phénomènes. Si vous voulez, il y a le phénomène des résidences secondaires qui est un phénomène considérable. C'est même étonnant le phénomène des résidences secondaires, d'abord parce que ça touche toutes les classes sociales. Il ne faut pas croire que c'est une pratique exclusivement de notables et de nantis, notamment en espace rural, et que cette progression de la résidence secondaire, qui est mal nommée d'ailleurs, qui n'est pas secondaire, qui est une deuxième résidence, qui est une autre maison, a résisté à traverser toutes les crises. Son nombre n'a cessé d'augmenter. Même après 1974, même après le premier choc pétrolier, ça a toujours augmenté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 3 millions d'unités de résidences secondaires déclarées. Et à mon avis, on peut largement doubler si on avait fait des enquêtes autour de ce phénomène qu'on appelle le cabanisme. Vous savez, c'est ces vieilles caravanes sur des vieilles parcelles agricoles abandonnées qui fleurissent aux 4 coins de l'Hexagone et qui fonctionnent comme des résidences secondaires. Ou le fait que la moitié des emplacements dans les campings sont loués à l'année ou des choses comme ça. Bon, on voit bien qu'il y a des phénomènes là, de mobilité qui ne relèvent pas du tourisme, qui ne relèvent pas de la villégiature, qui relèvent d'une troisième mobilité. Que moi j'aurais tendance à dire que ça restaure une forme de nomadisme de loisirs, des gens qui sont dans un système de va-et-vient permanent. C'est ça le nomade. C'est pas un vagabond, le nomade. Le nomade, il fait toujours le même circuit. C'est pas quelqu'un au déplacement aléatoire. C'est quelqu'un qui a quelque chose de très programmé. Donc voilà, la Bretagne voulait un petit peu compter ses visiteurs, savoir la part de ceux qui sont en villégiature. Et là, le villégiateur, il faut le distinguer du touriste. Le touriste, il fait un tour. Le touriste, il est dans un projet de découverte, d'exploration, etc. Le villégiateur, pas du tout. Le villégiateur, il pose ses fesses sur le sable et il regarde la mer. Il est là pour se poser. Il n'est pas là pour découvrir le monde, il est là pour l'oublier. Quand j'ai fait mon enquête sur la plage, si vous voulez, ce qui revenait tout le temps, qu'est-ce que c'est pour vous des vacances réussies au bord de la mer? Ce sont des vacances, ce qui revenait sans arrêt, ce sont des vacances où il ne se passe rien et où le lendemain ressemble comme une goutte d'eau à la veille. C'est un univers, une parenthèse d'espace-temps où l'on est complètement maître à bord. Complètement maître à bord, on est le propre maître de son temps. On se lève plus tard, on se couche plus tard, on fait l'amour plus souvent, quand on veut, etc. C'est ça aussi, les vacances. C'est se réapproprier un espace-temps qui autrement nous est contraint le reste du temps par d'autres horloges sociales, collectives, etc. Bon. Donc voilà, par exemple, la Bretagne voulait savoir quelle était la part de ceux qui venaient en Bretagne pour faire l'amour plus souvent, ceux qui voulaient avoir une résidence secondaire. Quelle est la réponse? Non, mais ça c'est confidentiel. Ah bon? non, mais je plaisante, mais... Pour moi. Je sais. Non, mais la résidence secondaire, c'est vraiment une pratique du repli. Vous voyez, la villégiature, c'est une pratique très socialisée, mais qui est une grégarité, je dirais... qui se nourrit de sa convivialité. Et puis il y a le tourisme qui est autre chose, enfin qui fonctionne sur un mode beaucoup plus actif de mobilité, de circuit, etc. Bon, je dirais que le festival aussi est un phénomène important. Le festival, c'est quoi? C'est aussi un petit peu, c'est au niveau du social, ce que peut être la famille au niveau, je dirais, plus restreint de la tribu amicale et familiale, c'est quand même un événement affinitaire. C'est le moment où on regroupe des gens avec une même sensibilité. C'est une demande sociale forte aussi. Bon, il y a des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on m'a demandé. J'ai fait la même chose aussi pour le bassin d'Arcachon, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. Et puis, on m'a demandé aussi de faire ce genre de choses autour de concepts clés, par exemple, village vacances-famille, autour du concept de famille, les mutations de la famille, pour un organisme qui, évidemment, a pour clé de voûte le concept de famille. Il était important de prendre en considération les évolutions du concept même de famille, le monoparental, la recomposition familiale, les jeunes adolescents. En général, au départ, VVF attendait des enfants jusqu'à l'âge de 12-14 ans. Quand ils voient arriver de grands adolescents ou de jeunes adultes qui demandent du techno, etc., ça change tout, même jusque dans l'aménagement des chambres,
où avant il n'y avait qu'une chambre avec un rideau qu'on tirait, là il faut construire des murs, faire 2 portes, il faut un petit peu laisser à chacun son espace vital. Ça change tout. Bon, ce sont les mœurs qui évoluent et ça se répercute jusqu'au quotidien, dans le nombre de portes des bungalows et le nombre de murs à l'intérieur. Bon, ça fait partie effectivement aussi des consultances que j'ai pu faire. Pour le club Méditerranée, c'est incontournable, enfin évidemment. Bon, et puis pour des campagnes aussi, pour des groupes hôteliers. Pour des groupes hôteliers comme Accor. Donc c'est vous qui leur demandez de faire des espaces verts à Marrakech? Non, justement pas. Justement pas. Non, justement pas. Non, c'était pour. Là, c'était un travail sur l'image de Accor. Se débarrasser d'une image, au fond, de marchand de sommeil, quelque part, et se donner une dimension, je dirais, hospitalière, de structure d'accueil du voyageur, etc. Voilà. Oui, non, ça, ce sont des services exceptionnels. Merci. Cette fois, le moment est vraiment venu de vous donner la parole. Il y a un micro qui va circuler. Si vous avez des questions, des objections, des témoignages, la parole est à vous. Il suffit de lever le bras là-bas, au fond, à droite. Bonjour, Monsieur Robin pour le Conseil de développement. Alors, à travers Voyage, c'est vrai que pourquoi il n'y aurait pas eu, parce que j'ai vu que dans le gouvernement, on a nommé toutes sortes de ministères. Je crois qu'on aurait dû dire ministère du Voyage, ça aurait été mieux que ministère du Tourisme. Donc, c'est vrai que... Alors, donc, à propos de voyage et voyageurs, là, vous l'avez mis au pluriel. Et moi, j'ai expérimenté 2 formes de voyage. Le voyage collectif et le voyage individuel. Et ce qu'on en retire est totalement différent. Et je pense que c'est très, très intéressant à analyser, cela. Oui, tout ça. Alors, sur un autre plan, pendant que j'y suis, vous avez parlé tout à l'heure de la Tour Bretagne, mais moi, comme la Tour Bretagne est fermée depuis des décennies presque, quand des visiteurs viennent à Nantes, je leur fais découvrir Nantes depuis la butte Sainte-Anne. Et voilà où je leur fais débuter leur voyage à Nantes. Et après, je leur fais découvrir les places de Nantes. Et les places de Nantes, là aussi, c'est un spectacle, les places de Nantes. Il suffit de s'y arrêter, de regarder. Donc, il y a plein de choses comme ça. Autrement aussi, le voyage de proximité, c'est celui qu'on peut faire tous les jours dans son jardin. Donc, les formes de voyage, elles sont multiples. Voilà quelques... pour débattre. Oui, non, tout à fait. Tout à fait. Non, mais il y a même des voyages immobiles. Je dirais que Internet a favorisé même les voyages immobiles, les visites à distance avec les webcams, etc. Vous pouvez avoir des vues sur les réserves naturelles d'Australie en temps réel par webcam, sans bouger de chez vous. Donc il y a quantité effectivement de façons, je dirais, de voyager. On peut voyager dans la proximité, on peut aussi habiter dans la proximité, comme on peut d'ailleurs habiter dans le mouvement. Dès qu'il y a de l'habitude, on est dans l'habitat. Et quelque part, on est des sédentaires mobiles. Quand on prend toujours le même bus, toujours le même itinéraire, etc., on n'est plus en situation de voyage, on est en situation d'habitation. On habite sa ville, on habite ses transports en commun. C'est ce qui est très bien aussi. C'est pas un problème. Le problème, effectivement, du voyage individuel et du voyage collectif, je suis tout à fait d'accord. On ne voit pas le même monde, on ne voit pas le monde de la même façon selon qu'on est seul, selon qu'on est 2, selon qu'on est 3, selon qu'on est 15. Ça, c'est clair. Ce sont des façons différentes, effectivement, d'approcher des lieux. Et chacune de ces approches sont intéressantes. Paul Morand disait qu'il n'y avait qu'une seule façon de voyager, c'était de voyager seul. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'un compagnon de voyage, c'est aussi extrêmement important. Partager des émotions, ça fait partie aussi de l'expérience du voyage. Les dire à quelqu'un, et c'est pas pour rien que certains, quand ils sont vraiment seuls, écrivent ce qu'ils éprouvent, parce qu'ils ne peuvent pas le dire à quelqu'un. Donc le compagnon, ça devient le carnet de voyage, ça devient le journal intime, ça devient ce que vous voulez. Bon. Il y avait un 3e point, vous avez évoqué, je ne sais plus, oui, à propos de la découverte et le point de vue. Oui. Ça m'a fait penser à quelque chose d'intéressant aussi, ça, et ça rejoint aussi les questions de la consultance et des expertises en la matière sur le potentiel, par exemple, attractif d'un lieu. Je crois que nous sommes tous victimes, d'une manière ou d'une autre, de ce qu'on pourrait appeler la vanité de l'indigène. La vanité de l'indigène, c'est quoi ? Moi, je suis de l'endroit, vous n'allez pas m'apprendre ce qui est bien chez moi.
Il y avait une anecdote comme ça qui était très très intéressante. C'était l'histoire d'un Zaïrois passionné de culture latine qui pour la première fois vient à Paris. Il y a toute une tradition de grammairiens latinistes très pointus au Zaïre, ça il faut le savoir. Mais le fait est que la première fois qu'il vient à Paris, il est reçu par des autres Parisiens. Et que font ces autres Parisiens? Ils lui font évidemment visiter Montmartre, la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, et tous les hauts lieux comme ça, Notre-Dame. Peu à peu, une certaine lassitude envahit ce latiniste zaïrois. Ils arrivent aux Champs-Élysées, place de la Concorde, la belle perspective, l'Arc de Triomphe, les Tuileries, la Madeleine, la Chambre des députés, etc. Là, le regard du Zaïrois est complètement éteint. Là, il en a marre, il est saturé par tous ces trucs-là, jusqu'au moment où d'un seul coup, son regard s'éclaire. Pourquoi? Il est en train de regarder par terre. Et par terre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le sol est fait avec des grandes dalles de granit, et pour lui, c'est le signe même de la latinité. Mais le Parisien, lui, n'y pense pas. Il marche dessus tous les jours, et il ne sait même plus que c'est là. Bon. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme les signalisations. J'ai fait de la consultance d'ailleurs là-dessus aussi. C'est comme la signalisation en ville. Pour les trucs pourquoi est-ce que ça marche jamais? Parce que c'est fait par des gens du coin. Il faut demander à l'étranger. Parce que c'est lui qui se met dans la position de c'est là que je vais me poser une question, c'est là que je vais m'égarer, etc. C'est pas celui du coin. Celui du coin ne se pose pas ce genre de questions. Et c'est vrai pareillement pour la notion de patrimoine, d'attraction, de curiosité, etc. Il y a cette autre anecdote aussi qui avait été relatée dans un reportage. C'était, vous savez, ces nouveaux touristes des BRICS, là, Brésil, Russe, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et c'était l'histoire d'un circuit fait par des Indiens en Europe. Et ces Indiens, après avoir fait l'Italie en 2 jours, arrivent à Marseille. Par la mer. Et à ce moment-là, le guide leur dit, c'est Marseille, vous voyez, là c'est le vieux port. La veste. Ils s'en foutent complètement. Là, c'est la bonne mer, vous voyez, sur la colline. Quand est-ce qu'on va à la gare, demande-t-il. Quand est-ce qu'on va? L'autre se dit, ils sont vraiment très pressés. On vient à peine d'arriver, ils veulent déjà aller à la gare, etc. Parce que eux, ce qu'ils voulaient voir, c'était le TGV. Parce que pour eux, la France, c'est le TGV. Parce que pour eux, le problème du transport, c'est quelque chose de crucial dans leur pays. Qu'ils sont en train de tout restructurer leur réseau, restructurer leur gare, et que ce qui est vraiment un signe identitaire de la France, c'est le TGV. Il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal. Vous êtes confronté à cette psychologie-là. Donc c'est vrai que pour initier quelqu'un à un lieu, parfois le regard extérieur est pas mal non plus. Et honnêtement, à Paris, personnellement, moi je découvre Paris à chaque fois que j'ai des amis étrangers qui viennent. Parce que c'est eux qui me trouvent des endroits à voir. Une intervention tout au fond, après une là. Bonsoir, je suis Bonsoir. Gwenel Boilin, consultant en développement touristique du coup. Je vais revenir sur votre expérience au niveau de la Bretagne, du coup, où ils ont une nouvelle stratégie avec 10 destinations qui se basent sur leur identité. On voit que Nantes, avec le voyage à Nantes, a fait le choix d'avoir une culture un peu plus mainstream, en choisissant notamment Spider-Man, qui a une culture totalement mondialisée. Est-ce que pour vous, justement, les tourismes alternatifs et les patrimoines alternatifs, ça doit être quelque chose d'endogène, donc qui est lié au territoire dans lequel ils se développent, ou au contraire peut être totalement mondialisé? Décontextualisé, quoi, oui. Oui, c'est tout à fait envisagé, un petit peu comme à Angoulême, la fusée de Tintin, liée au festival de la bande dessinée, etc. On peut effectivement... Mais personnellement, je pense que ça peut être un territoire alternatif, exactement comme l'Atomium à Bruxelles, qui maintenant est devenu, a basculé, je dirais, dans l'archive historique, en souvenir d'une exposition universelle. Oui, bien sûr. Moi, je pense que oui. Et en plus, c'est un usage, je dirais, d'un langage mondial qui permet de solidariser, d'attirer, justement. Oui, ça peut être un vecteur. Moi, personnellement, je ne m'opposerai pas à ce type de valorisation, pas du tout. Non. Une autre intervention? Oui, alors je voyage de temps en temps. Alors, sur le mot tourisme, je fais une différence, c'est-à-dire le touriste qui peut être voyeur, c'est-à-dire il fait un petit tour, il s'en va rapidement,
Et je préfère le voyageur voyant. Je reviens de Lille, dans la région nord, depuis 4 jours. Eh bien, c'est un voyage avec aussi des architectes, des urbanistes. Laissez-moi vous dire que, d'ailleurs, on fait beaucoup de publicité sur le voyage à Nantes, à Lille. Il y a des affiches de Nantes à Lille, vous voyez, pour le voyage à Nantes. Et on a pénétré dans des lieux, par exemple, un centre social à Armentières, parce que c'est une œuvre aussi d'un architecte, et on s'est aperçu qu'il était vide le vendredi à 15h, et le directeur nous dit, écoutez, c'est simple, 80% de la population est musulmane, elle est à la prière. Voilà, on s'aperçoit du social aussi. Mais quelque chose d'assez intéressant, que j'invite même à faire, qu'on puisse y aller, c'est le Familistère de Guise. On a là une œuvre d'un utopiste qui s'appelait Gaudin, qui a inventé les fours Gaudin, et il avait une théorie sur la politique, sur le social. Je dirais même que si les politiques actuellement lisaient Gaudin, ils auraient des idées très intéressantes. Voilà, c'est ça, le voyageur, si vous voulez. Alors j'ai un ami qui fait des randonnées, et il fait des randonnées sur le vin en France. Et il écrit tout le temps, là où il passe, sur le vin local. Alors maintenant, vous allez peut-être me rappeler quelque chose. Une randonnée j'ai fait une randonnée dans le centre de la France en suivant le chemin d'un auteur, je crois, anglais, Stevenson. avec un âne. Oui, c'est ça, dans les Cévennes. Ouais, Voyage avec un âne dans les Cévennes. Voilà. Oui. Et c'était Modestine, le 100e, et on a suivi le chemin qu'il a suivi 100 ans auparavant. Laissez-moi vous dire, ça a été exceptionnel. Donc et là, on ne s'est pas vu comme touriste, on s'est vu comme voyageur. Alors, peut-être qu'il y aurait un autre mot, c'est la voyagéture. Non, mais... Alors, que pensez-vous de ce néologisme? Oui. Je pense que ça risque de compliquer singulièrement les choses. Parce que si vous voulez, un touriste est un voyageur. Oh, pardon. Je dis ça risque de compliquer foncièrement, je pense, les choses, parce qu'un touriste, c'est un voyageur. Cette opposition entre touriste et voyageur me paraît tout à fait idéologique, si vous voulez. Dans la mesure où le voyageur, c'est un terme générique, et touriste, c'est un terme spécifique. Le voyageur, il peut être touriste, il peut être représentant de commerce, il peut être ethnologue, il peut être routier, il peut être gens du voyage, il peut être saltimbanque, il peut être ce que vous voulez. Le touriste, c'est une des formes possibles que prend le voyageur. Et honnêtement, l'idée aussi de travailler sur ce personnage m'est venue après avoir reçu une grande claque d'un ami qui est hélas décédé, Jacques Meunier, qui était un écrivain voyageur, qui avait dit qu'il se présentait comme un ethnologue défroqué. Et il disait, au fond, un ethnologue, ce n'est jamais qu'un touriste subventionné. Effectivement, le touriste, c'est ce voyageur assez bête pour payer son voyage. Les geôles se débrouillent pour se le faire payer. Hein, et voilà. Moi, je suis pour réhabiliter le touriste. Je suis dans l'éloge même du touriste. Et je dis vive le touriste. C'est pas le problème. Il y a des voyeurs partout. Ce n'est même pas très spécifique, ça, hein, du touriste. Vous avez des voyeurs absolument partout. Absolument partout. On est cerné. Hein. C'est voir ou être vu. Les trous de serrure sont innombrables dans le monde. Donc je ne pense pas que ce soit un vice ou une perversité caractéristique du touriste. Mais effectivement, vous avez des touristes qui sont dévoyés, peut-être par l'industrie, peut-être par leur culture, mais exactement comme vous avez des ethnologues ou des représentants de commerce qui sont dévoyés. C'est pas le propre du touriste. Mais j'ai l'impression souvent que le touriste est dans le statut du bouc émissaire. Tout ce qu'on ne voudrait pas faire en voyage, le touriste le fait pour nous. Voyez, et je crois qu'il faut quand même s'assumer en tant que touriste. Et bien sûr qu'on est voyeur. Osez dire que vous n'êtes jamais passé devant un appartement au rez-de-chaussée sans avoir jeté un regard. Que le premier qui n'a pas jeté le regard jette je ne sais pas quoi, mais en tout cas, bien sûr que nous sommes voyeurs. Le problème de devenir un touriste non-voyeur, c'est ce moment où, précisément, on se pose la question de comment observer les choses dans le respect d'autrui. Voilà. C'est tout. Mais vous croyez que Christophe Colomb s'est beaucoup posé la question du respect d'autrui, lui, quand il a mis les pieds à Hispaniola? Non, il n'en avait même pas besoin, lui.
Mais il avait quand même il avait le roi d'Espagne derrière lui quand même. Hein. C'était pas mal comme voyagiste. Il s'était fait payer 3 carats. Voilà. Parce que Christophe Colomb, comme ça a été dit très justement, on dit toujours que Christophe Colomb a découvert les Indiens, mais on oublie toujours, et lui le premier, que les Indiens ont découvert Christophe Colomb. D'accord ? C'est toujours dans l'interaction que ça se passe. Jean-Claude Charrier, Conseil de développement. Je voulais aborder 2 aspects qui vont dans le sens positif à l'égard du touriste ou du vacancier. Quand on est un touriste, qu'on visite une ville, on a une perception du temps qui est complètement différente de celle de la vie quotidienne. Si bien que quand on passe 2 jours dans une ville, on a l'impression qu'on est là déjà depuis presque une semaine, etc. On se dit, mais ça fait jamais que 3 jours que je suis là. Mais j'ai vu tellement de choses que finalement, ma perception du temps est une perception différente. Et je pense que aussi, c'est un élément moteur très fort pour le touriste, parce que voilà, il vit plus intensément pendant cette période. Enfin, je ne sais pas si oui, vous avez tout à fait. Vous partagez ce point de vue. Et alors, un autre aspect à propos de la plage. Parce que la plage, c'est quand même un lieu extraordinaire. C'est un lieu où le soleil est en contact direct avec le sol, sur un sol sur lequel rien ne pousse. Et j'ai toujours été tenté de penser que les gens cherchaient, en se mettant en contact avec le sable, à se recharger du point de vue de l'énergie un petit peu qui avait été transmise au sol, à la terre. Donc, effectivement, il faut être immobile. On peut s'y trouver très bien pendant des jours qui se succèdent. Et je ne sais pas, enfin, si dans vos livres, vous avez certainement abordé cet aspect-là, mais personnellement, je considère que c'est important. Oui. Mais la plage, c'est ce lieu assez extraordinaire qui est c'est l'espace nu. Et dans cet espace nu, il ne peut y avoir que des corps nus. Et des corps qui sont dorés comme le sable. Hein, on est dans une relation effectivement d'osmose, hein, très, très sensuelle, et même à tel point, je crois que je fais ce rapprochement, les plages détestées sont les plages évidemment polluées, mais au nombre des pollutions les plus décriées, ce sont les algues. Les algues sont détestées. Et pourquoi ? Parce que le paysage, là, n'est plus à la hauteur des corps qu'il recueille. Les corps, eux, sont sans algues. Les corps sont épilés. Les corps sont sans végétation. Ce sont des corps nus, des corps crus, hein, sans végétation. Et la bonne plage, c'est ça. C'est juste du sable, de l'eau et du soleil. Effectivement. Dans le modèle, hein, dans les enquêtes et dans les représentations. Donc effectivement, on est dans une relation d'osmose. Hein, et regardez même les publicités utilisées. Si vous avez vu par exemple la publicité pour Dune de Dior, hein, on photographie des paysages de sable de Dune, on ne sait jamais si c'est une dune ou si c'est un corps. Hein. Bon, toute la sensualité de la publicité vient de ça, cette confusion entre corps et décor au fond. Hein, le paysage et une partie du corps. Enfin bon. Donc effectivement, la plage, c'est ça. C'est un peu la magie de la plage, quoi. C'est bon. Et quant à la temporalité aussi, je suis tout à fait d'accord. Mais si vous voulez, je crois que l'exotisme, c'est pas seulement un autre lieu, c'est pas seulement ce qui est en dehors en termes de lieu, c'est aussi ce qui est en dehors en termes de temps. Hein, c'est un petit peu comme ça avait été souligné. Quand on parle de Robinson Crusoe, on dit il doit s'approprier une île déserte, mais il doit aussi s'approprier un temps désert. Et il doit l'organiser. Hein. Bon, je pense qu'en voyage, on est dans cette expérience-là. Et pour un problème de terminologie, vous disiez le touriste ou le vacancier. Le vacancier, c'est quelqu'un qui, par définition, est en vacances. Donc c'est quelqu'un qui a du temps à soi. Et il va en faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est vrai que dans notre imaginaire, vacances égale partir. Mais un vacancier peut très bien ne pas partir. On a aujourd'hui, et ça intéresse d'ailleurs le tourisme endogène dans les villes, vous avez des gens qui ne partent pas, non pas parce que très longtemps on a pensé que la plupart, et ce qui n'est pas faux, les gens ne partaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas. Hein. Et la plupart du temps aussi pour des raisons économiques. On s'aperçoit qu'il n'y a pas que ça. Une des raisons psychologiques qui poussent les gens à ne pas partir, c'est par exemple la solitude. 10% des cas, célibataires, veufs ou divorcés, sont des gens qui partent moins. Bon. Et puis, il y a des gens qui ne partent pas parce qu'ils n'ont pas envie de partir. Hein, qui répondent, au fond, pourquoi partirais-je ? Je suis déjà arrivé. Hein, ils sont bien là où ils sont. Hein, voilà. Hein, je veux dire, le taux de non-départ en région PACA n'a pas la même signification que le taux de non-départ en Alsace-Lorraine, vous voyez, en Lorraine. Hein, bon. C'est évident que ce n'est pas pour les mêmes raisons. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez le vacancier, c'est le terme le plus générique qui soit. Et après, c'est l'usage qu'on fait de ces vacances. Où on reste chez soi, où on sort de chez soi. Et quand on ressort de chez soi, qu'est-ce qu'on en fait ? Soit on fait un tour, soit on va au bord de la mer et on est un villégiateur, on n'est pas un touriste, on est villégiateur, soit on va dans sa résidence secondaire. Vous voyez ? Donc le vacancier, ça englobe tout individu dès lors qu'il est en état de suspension sociale, je dirais, libéré du temps social,
Et le touriste aujourd'hui, ça désigne tous ces gens qui choisissent d'associer à ce temps libéré une mobilité. Mais le problème, c'est que cette mobilité, elle est diverse. Elle peut être proprement touristique, elle peut être de séjour, c'est le villégiateur, et elle peut être de résidence secondaire. Et comprenez pourquoi aussi un résident secondaire ne veut pas être pris pour un touriste. Parce que le touriste n'est pas chez lui, le résident secondaire est chez lui. Yves Lenné, Conseil du développement également. Moi, je m'interrogeais sur le facteur déclencheur qui fait qu'on a une envie, voire un besoin d'aller à la recherche soit d'un paysage, soit des autres. Et cette envie, elle a un nom, c'est une image, c'est un rêve. Je suis étonné que le mot rêve n'ait pas été tellement prononcé ce soir. Ah bon? Vous avez ce rêve parce que vous avez une image. Mais qui a fabriqué cette image? Vos lectures, parfois, il se trouve parfois qu'il y ait une description tellement étonnante de Nantes, par exemple, il faut que je voie cette ville. Mais la plupart du temps, les images vous sont vendues par des gens qui font des guides ou qui font des brochures touristiques et qui ne correspondent pas beaucoup à l'attente, finalement, de cette l'attente d'un monde nouveau, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez de la bonne manière d'avoir des vecteurs déclencheurs un peu plus efficaces? Vaste problème. Aurait dit le général de Gaulle dans d'autres circonstances, mais bon. Bon, bien sûr, de toute façon, il y a le mystère de la transmission et de la diffusion des images. C'est sans doute encore plus compliqué que ce que vous dites, parce que finalement, tout le monde connaît l'histoire de Robinson Crusoe. Qui a lu le roman? C'est pas nombreux, on n'est pas nombreux à l'avoir lu, je suis sûr. Je ne vais pas faire un test comme ça. C'est bien, il y en a quelques. Non, mais au fond, il y a donc, ça veut dire que si vous voulez, c'est pas une investigation policière. Ça veut seulement dire qu'il y a des images qui passent par d'autres canaux à notre insu, qui sont extrêmement prégnantes et qui effectivement ne sont pas forcément repérables comme étant déjà même des images citant quelque chose. On peut les édulcorer, les transposer, etc. Bon, vous avez un film comme Le Lagon Bleu qui n'est jamais qu'une version de, si vous l'avez vu jadis, qui n'est jamais qu'une version de Robinson Crusoe sous un autre mode. Bon, vous avez tout un genre. Bon, et c'est vrai pour quantité d'autres choses. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a des images qui s'infiltrent dans notre dans notre inconscient par des biais qui peuvent être la publicité, simplement l'arrière-plan d'une publicité. Ça peut être un feuilleton. Un feuilleton, vous avez des régions qui se sont battues pour que tel épisode de tel feuilleton se tourne dans leur région. Une femme d'honneur, par exemple, je sais qu'en Bourgogne, ils se sont battus pour qu'on en tourne plusieurs épisodes pour valoriser la Bourgogne. Bon. Donc, effectivement, quels sont les moyens efficaces? Ça, c'est effectivement tout le problème. Il y a un Américain qui a proposé des étapes, je dirais, de ce qu'il appelle la sacralisation touristique. Bon. Il y a d'abord la validation officielle qui doit être connectée à un événement marquant, qui a un rayonnement, je dirais, médiatique. Et ça peut être parfois des raisons extrêmement anecdotique, je dirais. Un lieu peut-être célèbre parce qu'il a été tourné. Je veux dire, la fontaine de Trévi à Rome est plus connue par le film de Fellini que pour ce qu'elle est effectivement avec les statues du Bernin, personne ne sait. Mais on se souvient effectivement de cette Autrichienne pulpeuse, dont j'ai même oublié le nom d'ailleurs, mais on s'en souvient, Anita Hedberg, voilà. Bon, donc ça peut être vraiment par de nombreux canaux que cette image. Alors, effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas forcément eu des politiques extrêmement coordonnées pour des cristallisations d'images. Parce qu'au fond, ce sont des études lourdes. C'est un gros travail d'expertise. Qu'est-ce qui va être...
qu'est-ce qui va être, par exemple, une image donnez-moi une image à laquelle tout le monde va associer Limoges. Oui, mais enfin, c'est pas spectaculaire. Franchement, une sous-tasse, ça va pas faire venir... Comment ? À la gare. Voilà, la gare. On dirait un phare en pleine terre. Là, effectivement. Bon, il faut trouver quelque chose comme ça qui accroche, qui est d'une singularité. Mais il faut vraiment identifier ça. Donc, il faut ce regard extérieur, qui souvent manque. Il faut ce regard extérieur. Et ensuite, les façons de décliner ça. Sous forme de photographie, sous forme de reproduction, sous forme de produits dérivés, etc. C'est comme ça que ça se passe, au fond. L'atomium, à partir du moment où vous avez un objet qui devient un porte-clés, par exemple, vous pouvez dire que vous avez réussi le coup. Ça, c'est clair. Voilà. L'ultime étape, c'est ça, quoi. Et même l'ultime étape, d'après cet Américain, c'est quand, au fond, les gens du cru revendiquent comme étant partie intégrante de leur identité cet objet. Quand le bruxellois commence à dire l'atomium, c'est typiquement bruxellois, la partie est gagnée. Voilà. Donc ce sont des étapes comme ça de cristallisation. Bien sûr, c'est long, ça exige une politique. Et en amont de cette politique, ça exige une vaste enquête, expertise et les moyens. Pardon ? Oui, on verra bien quand le pont transborder dont notre ami est un fervent prosélyte. Oui. C'est la porte-clés. Ce sera peut-être l'éléphant avant. Oui, exact. Madame, au fond. Bonsoir. Alors moi, il se trouve que je travaille au Voyage à Nantes. Oui. Et je voulais vous interroger sur le rapport du touriste au temps, mais plus en termes d'époque, c'est-à-dire le rapport du touriste au passé, au présent et à l'avenir, à la tradition, à la modernité, etc. Mm-hmm. Là encore, ce n'est même plus un vaste sujet, c'est un immense sujet. Le rapport du tourisme à la chronologie, au fond, au chronologique, c'est ça. Oui, c'est ça. On a souvent l'impression que le tourisme se bâtit beaucoup sur le passé, sur le patrimoine, et que ce sont des valeurs finalement assez consensuelles. C'est vrai. Un des enjeux du voyage à Nantes, c'est aussi de basculer dans le temps présent, voire dans le temps futur. Dans l'anticipation, oui. Écoutez, là, moi, je reviens. Concernant je pense qu'on est, de toute façon, en tant que visiteur, on est très souvent mal sensibilisé à la dimension historique. Très mal sensibilisé. Là, il se trouve que je reviens justement, j'étais en voyage, j'étais à Cracovie. Et à Cracovie, ils ont fait un musée extraordinaire, souterrain, sous la place centrale du vieux Cracovie, qui est construit vraiment dans les fondations du vieux Cracovie. Là, vous avez une spatialisation du passé. C'est-à-dire, aller vers le passé, c'est descendre sous terre. Et là, effectivement, il y a une sensibilité surdéveloppée chez le visiteur au passé, parce qu'on lui donne, au fond, une dimension à ce passé. C'est un monde souterrain, c'est un monde obscur, c'est un monde, effectivement, de la trace, un monde du vestige, mais qui est enseveli. C'est la tombe, exactement. Non, mais exactement. Et donc, du coup, il y a un effet extraordinaire. C'est que d'une part, vous descendez, c'est très impressionnant. C'est un peu comme les catacombes à Paris, si vous voulez. Mais quand vous remontez, vous sentez le présent comme jamais. Le mémorial de l'abolition de l'esclavage n'est pas sans rapport avec ça. Pardon ? Oui, ici, on vient de construire un mémorial de l'abolition de l'esclavage où on descend un escalier monumental, on reste sous terre en bordure du fleuve avant de remonter vers le présent. Là, je pense que c'est une question vraiment de chorégraphie. Que, effectivement, l'exposition muséologique traditionnelle ne suffit pas. Les Galleria Progressiva, la Vasari, etc., c'est un peu périmé comme mode de mise en scène. Parce qu'au fond, c'est ça, c'est une mise en discours. La mise en scène est une mise en discours. Donc voilà, je crois que le touriste est d'autant plus sensible à la dimension anticipatrice ou à la réalité actuelle d'un lieu qu'on aura vraiment mis en scène d'une façon efficace son passé, ses origines. Mais bon, je ne réponds pas à votre question vraiment, mais là j'ai cette expérience toute fraîche dans la tête et ça m'a beaucoup marqué. Je crois que c'est très très efficace. Quand vous remontez à la surface sur cette place de Cracovie, vous avez vraiment le sentiment de revenir dans le présent. Et vous ne voyez plus la ville de la même façon. Une ultime intervention peut-être ? Oui, moi je voudrais, Henri Favre, Conseil de développement, je voudrais revenir sur votre notion que vous avez évoquée enfin, sur l'interactivité entre le touriste et je vais l'appeler le sédentaire, ou l'autochtone. L'autochtone, oui. Et je vais citer deux cas. Je suis allé récemment à Rouen,
Et j'ai été surpris par... enfin, Rouen, à mes yeux, c'est pas une ville particulièrement touristique qui est ouverte au tourisme. Enfin, c'était l'idée que j'en avais avant et j'ai découvert qu'il y avait plein de choses à voir. Et fréquemment, nous avons été renseignés par des gens sans qu'on leur demande. Ils voyaient qu'on avait le plan à la main, avec mon épouse, donc tout très libre. Ils nous ont interrogés et renseignés sur... pour savoir ce qu'on cherchait, tout ça. Je trouve que ça, c'est un aspect que l'on rencontre. Tout à fait. Inversement, il m'arrive assez régulièrement de me promener dans Nantes et puis d'être interrogé par des gens qui veulent tel ou tel renseignement. Et bien souvent, je suis dans l'incapacité de leur répondre. Et puis, un exemple assez cocasse, il y a quelque temps, j'étais près du château et des touristes, je crois qu'ils étaient australiens, me demandent quel était ce monument chinois qu'il y avait à côté. Alors, stupeur de ma part, je croyais connaître un peu le quartier, et je ne connaissais pas de monument chinois. Et en fait, c'était la tour Lu qu'ils interprétaient comme un monument chinois. Et dans le domaine de l'interactivité, je vais... Vous voyez, la vanité de l'indigène, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous passez à côté. Un exemple, un souvenir très fort de tourisme, c'est vers 70-71, au cœur de la Yougoslavie. Nous nous promenions avec mon épouse loin des sentiers battus et nous croisons un vieux Yougoslave bien buriné par le temps. Et effectivement, mes connaissances du slave étaient équivalentes aussi à un nom français, donc peu d'échanges, mais quelques mouvements de choses et autres. Et tout d'un coup, on a compté de 1 à 10 en allemand, et progressivement, nos visages se sont éclairés. Je trouve que là, pour moi, c'est un instant très fort de tourisme. Oui. Non, mais c'est vrai que n'avoir que quelques mots comme ça, qui créent un lien, c'est une expression. Oui, c'est quelque chose de formidable. Ça produit toujours un effet extraordinaire. De savoir que dire merci, bonjour, au revoir, choses comme ça, c'est vrai que c'est extraordinaire. Et puis c'est sans doute un premier pas vers le polyglottisme universel. Bon, après, c'est autre chose. Mais ce que vous évoquez aussi me fait penser, dans les patrimoines alternatifs, on ne l'a pas évoqué, celui-là, c'est le patrimoine du quotidien. C'est le patrimoine du quotidien. Et vous avez, il y a déjà quelques années, une collection de guides qui était faite de villes, d'ailleurs, qui avait été lancée par Autrement, les éditions Autrement, et qui vous décrivait les villes par leur quotidien. C'est-à-dire qu'elle vous mettait dans une situation, au fond, d'ethnographe. Vous n'étiez pas là pour voir... par exemple, il y en avait sur Rome. Sur Rome, vous n'étiez pas là pour aller voir la chapelle Sixtine. C'était 3 lignes, la chapelle Sixtine. Par contre, vous aviez une page entière sur tel marché où on trouvait les meilleures tomates séchées de toute l'Italie, etc. Et où on voyait les Romains venir chercher le samedi leurs charcuteries les plus fines, etc. Il y avait une proposition, je dirais, de mise en connivence du visiteur avec les rites quotidiens de la population. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un patrimoine alternatif. C'était le moment où le quotidien devient lui-même un élément intégrant de la découverte. C'est vrai. Parce qu'en général, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le tourisme du Main Street, les rues principales, les points culminants, etc. Bon, on est dans le texte clair, on est dans la position d'Icare et on est rarement le Minotaure, le Thésée qui s'aventure dans le labyrinthe parce qu'on a peur du Minotaure. Et au fond, c'est sans doute ça aussi, un des tourismes alternatifs avec patrimoine alternatif, ce sera celui de l'immersion et de la recherche du contact, je dirais, ethnographique. Parce que aussi, je crois, que la notion de culture n'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'il y a une définition, je dirais, très institutionnelle de la culture, qui est un peu le sens qu'on accorde au mot culture dans le ministère de la Culture. Donc c'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est la littérature, c'est les musées, etc., etc. Et puis il y a la définition, je dirais, anthropologique de la culture. Et la culture, c'est tout. Nous sommes nous-mêmes des éléments de la culture. Ce sont les attitudes, ce sont les comportements, ce sont les espaces, c'est le plan d'une ville, ce sont des situations, ce sont des lieux, etc. Tout est culture, en fait. Tout est passible d'être culture. Et je pense que le tourisme aujourd'hui s'oriente vers cet élargissement, au fond, de l'intérêt culturel. Je crois que ça, ce sera la grande révolution, avec des touristes qui seront effectivement sensibles aux odeurs, sensibles aux lumières, sensibles au son, sensibles au quotidien des gens, qui penseront pas forcément avoir épuisé une destination parce qu'ils auront vu les principaux musées, les principaux monuments, ou parce qu'ils auront été là au moment de l'événement, si vous voulez. Il y a même en Espagne, on développe aussi un tourisme nocturne, par exemple. C'est une dimension, c'est un patrimoine la nuit.
c'est le tiers de l'humanité endormie, hein, c'est le tiers de la journée. Et c'est vrai que la nuit, en général, on n'utilise pas. Alors, je suis d'accord, c'est plus facile de visiter Madrid la nuit que Vilnius ou Riga. Hein, je suis d'accord. Hein, ne serait-ce que pour des raisons climatiques, hein, c'est évident. Hein. Mais c'est vrai que ça, c'est une dimension auquel on ne pense pas forcément. C'est un patrimoine, la nuit. C'est une autre vie. La nuit, c'est une autre ville aussi. Etc. Bon, vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de patrimoine alternatif. Il faut un peu se creuser, se mettre des fourmis dans l'imagination, hein, comme disait cet écrivain dont j'ai oublié le nom. Bien, écoutez, le moment est venu de mettre un terme à cette passionnante conversation qui tombe à point nommé, non seulement parce que le voyage à Nantes c'est dans 3 semaines, mais que les grandes vacances approchent aussi. Alors, je vous invite évidemment à prendre connaissance de différents livres de Jean-Didier Urbain que vous trouverez à la sortie, notamment ce dernier, L'envie du monde. Je ne voudrais pas vous décourager non plus de jeter un œil sur ce numéro de Place Publique qui, je crois, est un outil de réflexion intéressant et distancié sur le voyage à Nantes, avec par exemple un article tout à fait passionnant, j'y pensais quand vous parliez à l'instant, sur les guides touristiques. Et savez-vous qu'il y a le premier guide touristique à Nantes est sorti en 1840. Et donc on a tous les argumentaires faits depuis cette époque pour retenir les touristes à Nantes, sans oublier Saint-Nazaire à côté. Saint-Nazaire, c'est une ville qui compte dans la littérature mondiale parce que beaucoup de voyageurs ont embarqué à Saint-Nazaire pour les paquebots qui partaient vers les Amériques dans l'entre-deux-guerres. Y compris Tintin et le capitaine Haddock qu'on voit sur les quais, effectivement, de Saint-Nazaire. Alors, notre prochaine invitée, c'est une géographe. Après tout, c'est pas si éloigné de notre débat de ce soir. Nadine Catan. Nadine Catan est une géographe qui défend l'idée qu'aujourd'hui, ce qui compte pour une métropole, c'est pas tant son poids que la quantité et la qualité des réseaux qu'elle a su nouer avec d'autres villes et sans forcément passer par Paris. Nadine Catan sera des nôtres. Gabriel, tu vas nous le rappeler, j'ai plus la date en tête, comme d'habitude. Nadine Catan, quand vient-elle ? Le 12 juin. Le 12 juin. Après, on prendra quelques vacances et on se retrouvera en septembre, le 26 septembre, avec quelqu'un qui est bien connu dans la maison, puisqu'il nous présentera son dernier livre sur les campagnes, Nantes et les campagnes. Jean Renard, évidemment, géographe bien connu, membre éminent du Conseil de développement. Voilà, merci, bonne soirée et à bientôt.